Bonjour à tous, bienvenue. Je suis désolé, j'utilise un micro alors qu'il n'y en a pas forcément besoin. Mais comme on va enregistrer aussi la rencontre pour pouvoir la passer ensuite sur notre site, et qu'on a refusé énormément de monde aussi en bas, d'où un petit peu le retard parce qu'on ne pouvait pas faire rentrer tout le monde. Donc on est obligé d'utiliser le micro pour pouvoir être audible ensuite pour la mise en ligne. C'est bon, tu l'as? Ouais, je crois que ça marche. Voilà. Bon, eh ben alors, Léo Souyès, donc maître de conférence à l'Université de Lorraine et donc auteur de ce magnifique ouvrage, Merci. 400, plus de 400 pages, 500, bon, voilà. Donc la culture cinématographique du mouvement Ciné-Club, une histoire de cinéphilie, au pluriel, et on va y revenir, 1944-1999. Léo, déjà bienvenue Merci. à la Cinémathèque, un lieu que tu connais bien. Ouais, on va dire ça, ouais. Et donc on va parler, ce que je propose c'est de parler à la fois du livre et aussi bien sûr des ciné-clubs. Et peut-être pour commencer, déjà, est-ce que tu peux nous parler de l'approche, puisque généralement, quand on parle de cinéma, d'histoire du cinéma, on est dans une approche d'analyse, analyse des films ou analyse de cinéastes d'une période. Et là, on est davantage dans l'analyse d'une pratique. On peut dire presque d'une consommation de cinéma. Et c'est donc une approche historienne qui est une approche assez nouvelle aussi, de travailler davantage sur des pratiques culturelles que sur la culture elle-même. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, s'il te plaît? Oui, alors bon, avant de répondre à la question, je vais redire bonjour à tout le monde. Je vais avoir un peu de mal à parler parce que j'ai l'habitude de parler devant des étudiants que je ne connais pas vraiment. Et là, je connais beaucoup de monde dans la salle, donc c'est assez, c'est un exercice très déstabilisant. Beaucoup de gens étaient là pour ma soutenance, mais ils étaient dans mon dos, et donc ça changeait tout. Donc, je vais essayer d'être clair, mais c'est un exercice un peu difficile pour moi. Mais je suis très très content d'être là, très ému aussi, parce que vous êtes là, parce qu'il y a aussi du monde dehors pour moi. Ça fait vraiment star en plus, j'adore. Non, je suis extrêmement embêté pour les personnes qui n'ont pas pu rentrer, donc j'espère que je vais pouvoir les retrouver à la sortie. Euh, et je suis aussi très très ému parce que effectivement, comme tu l'as dit Franck, la Cinémathèque a eu un rôle très important pour moi. Alors en général, il est coutume de dire que j'ai découvert mes premiers films à la Cinémathèque, etc. Mais bon, ce serait faux de le dire parce que j'allais dans d'autres salles au départ, je crois, même si très vite j'ai fréquenté la Cinémathèque, par l'intermédiaire aussi du lycée, dont je reconnais une enseignante également. Elle a peut-être joué un rôle plus tardif, la Cinémathèque, et je pense qu'effectivement, pour reprendre ta question, mon approche a été très marquée par la Cinémathèque parce que c'est la Cinémathèque qui m'a fait prendre conscience qu'on pouvait faire de l'histoire du cinéma. Voilà, je dirais de l'histoire au sens, comme tu l'as dit, où il est question de films, mais pas que. Parce que le cinéma, c'est des films, mais c'est aussi ceux qui les regardent et celles qui les regardent. Et je me suis rendu compte que je m'intéressais peut-être parfois plus et parfois trop à ceux qui regardaient et celles qui regardaient plutôt qu'aux films en eux-mêmes. Je me surprenais plus à regarder la salle plutôt que l'écran, ou du moins à essayer de regarder les deux en même temps. Et ça, je dirais que c'est la Cinémathèque qui m'a aidé à ça parce que il y a eu une rencontre, celle de Christophe Gauthier qui a été le conservateur et qui m'a encadré quand je faisais mes études de mémoire à l'Université du Mirail, Jean Jaurès aujourd'hui. Et donc, j'étais en histoire et c'est Christophe qui, le premier, m'a dit qu'on pouvait faire un sujet sur le cinéma. Voilà. Et c'est en plus le premier qui m'a proposé de travailler sur les ciné-clubs, parce que j'ai travaillé sur une revue de ciné-club lorsque j'étais en mémoire, qui s'appelait Jeune Cinéma. Donc en plus, c'était pas un sujet ni sur un réalisateur, ni sur un film en particulier ou sur une œuvre en particulier, mais déjà sur une revue. Donc c'était quelque chose qui ne relevait pas directement du cinéma lui-même, mais indirectement. Euh, et donc voilà déjà pourquoi je pense que j'ai eu cette approche-là qui, j'espère, je sais
je ne sais pas si elle est toujours nouvelle, mais effectivement, elle est jeune. Voilà, je pense qu'elle date des années 80-90 au mieux. Christophe Gauthier en a écrit une page d'ailleurs, et j'espère modestement m'inscrire dans ce prolongement. Et puis l'autre point aussi, c'est que de fil en aiguille, même si j'ai quitté Toulouse pour faire ma thèse à l'Université de Lorraine, j'ai passé quasiment la plupart de mon temps de recherche ici. L'occasion de rester proche de ma famille, bien sûr, et de mes amis, mais aussi parce que la Cinémathèque de Toulouse m'a ouvert ses portes et son fonds d'archives qui est fantastique, qui est quand même l'un des plus importants de France. Et pour le coup, je ne sais pas si c'est une fierté ou si c'est mon côté toulousain chauvin qui me fait dire ça, mais je peux dire aujourd'hui, c'est enregistré en plus, donc ça risque d'entacher grandement ma carrière, que j'ai terminé ma thèse sans avoir mis un pied à la bibliothèque du film de Paris. Et je crois que je suis le seul chercheur en France, en cinéma, à avoir terminé ma thèse sans avoir mis un pied. Je n'ai jamais vu l'intérieur de la bibliothèque de la Cinémathèque française, que j'aime beaucoup, mais qui est un passage obligé pour les chercheurs en thèse. Mais pourquoi? Ce n'est pas de l'antiparisianisme, peut-être inconsciemment, je ne sais pas, mais je ne crois pas. Mais par contre, je sais une chose, c'est qu'ici, j'étais forcément comme un coq en pâte, puisque j'avais accès à tout grâce aux documentalistes, à François, à Joël, à Magali aussi, qui m'ont laissé très largement mettre mon nez partout, dans la limite de la légalité bien sûr, mais faire aussi beaucoup plus de photocopies que je n'avais le droit d'en faire, etc. Donc j'ai eu une chance énorme et je pense que j'ai pu terminer aussi ce travail et que si je suis devant vous pour en parler d'un livre et que je ne suis pas encore en train d'écrire ma thèse, c'est aussi grâce à la Cinémathèque et à son équipe. Jean-Paul d'ailleurs, je travaillais aussi à côté de Jean-Paul aussi régulièrement. Donc voilà, j'ai eu une chance énorme que peu de jeunes chercheurs ont eu parce que j'avais un accès extrêmement privilégié à ce fonds d'archives. Et les documentalistes m'ont énormément aidé là-dedans. Donc voilà, je remercie vraiment beaucoup, je tenais à le dire. Donc à la fois ma position de chercheur avec Christophe et à la fois une facilité d'accès aux archives, puisque c'est aussi ça qui fait une histoire du cinéma, c'est les archives. Donc voilà, j'en ai terminé sur ces remerciements, mais qui comptaient vraiment beaucoup pour moi, pour quand même répondre à ta question rapidement. Et donc tout ça pour dire que... oui, effectivement, je pense que l'histoire du cinéma doit aussi être attaquée sous l'angle des pratiques et de la consommation. C'est un terme aujourd'hui qui est connoté péjorativement, le terme consommation, mais si on revient à la définition première, c'est le fait d'être l'usager de quelque chose. Donc, c'est pas forcément être aliéné, comme on l'associe souvent à l'aliénation. Donc, c'est surtout le fait de consommer. Donc, un cinéphile, par exemple, qui aime le cinéma, est quelqu'un qui consomme du cinéma. Donc, quand je dis ça, ce n'est pas du tout de manière péjorative. Donc, effectivement, je me suis intéressé à la consommation du cinéma. Et je crois qu'effectivement, en France, on a encore un peu de retard de ce point de vue-là. Je peux en témoigner dans le sens où j'ai été quand même, et je crois que je suis encore aujourd'hui, assez tranquille, si on peut parler de concurrence sur les terrains de recherche. Je trouve qu'on n'est pas très nombreux dessus, je ne vais pas m'en plaindre pour le coup, mais sur des sujets qui sont beaucoup plus parlants, comme la Nouvelle Vague, Godard, etc., où il y a presque au moins un livre qui sort chaque année, des livres très bien faits, très sérieux, il y a une pression très forte chez les chercheurs. Et je dois dire que sur ce registre-là, d'une histoire, pour reprendre les mots de Christophe, entre autres, une histoire culturelle et sociale des représentations. Là, pour le coup, il y a beaucoup de chercheurs déjà qui sont dessus, mais je trouve qu'on a quand même l'avantage de ne pas être trop serré, contrairement à d'autres collègues qui sont tous sur un sujet, et là, il faut savoir se démarquer. Donc, oui, je pense que c'est une histoire qui doit encore s'écrire, et j'espère modestement que ce livre s'inscrit dedans. Je crois que oui, moi je revendique, je laisse mes collègues et les lecteurs juger de ça. C'est une manière aussi finalement d'offrir d'ouvrir une lecture transversale de l'histoire aussi par rapport justement à tout ce qui a déjà été écrit. C'est vraiment une autre manière d'entrer dans l'histoire du cinéma et quelque part d'écrire une histoire un petit peu transversale. Oui, en fait. De celle qu'on connaît déjà. Très simplement, je pense que c'est le produit d'une série d'influences dans le champ des études en histoire en France. Bon, il y a quand même dans les années 70 ce mouvement, ce courant de la nouvelle histoire qui fait qu'on va considérer tout objet pratiquement comme une source en soi. Donc c'est ça qui est quand même moteur, et c'est ce que j'avais appris déjà à l'université du Mirail, c'est-à-dire que tout objet est source finalement, tout objet devient une source, que ce soit des vêtements, que ce soit un magazine de mode, voilà. Et donc ça vraiment c'est quelque chose finalement, on mesure les années 70, c'était quand même hier.
Donc ça s'inscrit dans ce prolongement. Puis il y a quand même aussi l'influence des cultural studies. Je suis très marqué, voilà, excusez-moi, je suis très marqué par l'influence des cultural studies. Et donc en France, elles sont arrivées, il faut le dire, assez tardivement pour le coup. Elles se développent doucement en France. Et ça, vraiment, c'est aussi l'idée de considérer le film comme un fait social, en fait, finalement. Hein. C'est-à-dire qu'il y a le film et autour, il y a énormément de choses. Il y a des interactions, il y a, voilà. Donc je m'inscris, je revendique ce courant des cultural studies en partie, mais qui lui-même ne refuse de se définir comme un courant. Donc le mot est peut-être pas tout à fait juste. Je suis influencé par les cultural studies. Je m'inscris dans le prolongement de cette histoire, de cette nouvelle histoire d'une certaine manière, et de cette histoire culturelle et sociale des représentations. C'est vraiment l'idée de se dire que le film est un fait social. Autour du film, il y a des interactions sociales, et moi, ce qui m'intéresse beaucoup, finalement, c'est ces interactions sociales avant le film presque lui-même. C'est un peu le paradoxe, c'est que je dis ça un peu par provocation, mais j'ai écrit ma thèse et ce livre presque sans avoir vu de film, même si je les ai vus, bien sûr, mais c'était le paradoxe, c'est-à-dire que je m'intéressais tellement aux sources annexes que j'en venais parfois à oublier les films. Et c'est quelque chose qu'on a pu me reprocher d'ailleurs, pour le coup, à juste titre. Alors du coup, pour rentrer un petit peu dans le cœur du sujet, trois questions, et je les pose en même temps parce que je pense qu'elles peuvent être, les réponses peuvent se lier. La première question, ce sera peut-être qu'est-ce qu'un ciné-club, hein, pour aller dans les grandes lignes. La deuxième question, c'est pourquoi commencer à la Libération, et alors que les ciné-clubs existaient déjà dans les années 20. Et l'autre question qui est dans le titre, c'est le cinéphilie au pluriel. Voilà, moi ça me touche beaucoup parce que je trouve que c'est important de parler de cinéphilie au pluriel, parce qu'il y a des cinéphilies et il n'y a pas là ou une cinéphilie prégnante qui rassemblerait tout ou qui serait supérieure à d'autres. Donc sur ces trois questions, je ne sais pas dans quel ordre. Est-ce que tu peux nous y répondre dans le désordre, mais voilà, est-ce que tu peux nous en parler? Alors, la deuxième question, c'est la chronologie. Hein. C'est pourquoi commencer à la Libération? Je vais commencer par qu'est-ce qu'un ciné-club. Alors, je vais pas m'étendre trop là-dessus parce que je n'ai jamais créé de ciné-club déjà, alors qu'il y a des personnes dans cette salle qui l'ont fait. Donc déjà, je ne me sens pas vraiment légitime pour dire vraiment ce qu'est un ciné-club. Donc, je vais déjà dire ce que je crois que c'est ou ce que ça peut être. Déjà, je pense que ce sera déjà pas mal. Je ne me rappelle plus exactement la phrase de Vincent Pinel, qui est un incroyable animateur de ciné-club et aussi théoricien, critique. Bon, les casquettes sont nombreuses, et qui publie d'ailleurs qui a encore publié il n'y a pas si longtemps que ça des livres passionnants. Il avait une définition que j'ai mis à l'introduction du livre qui m'échappe là, mais qui était très juste, et qui finissait simplement par « à vous de jouer ». Alors moi, ce que j'aime bien dans cette formule-là, c'est qu'il décrit le ciné-club aussi comme une forme de jeu, même si ça n'a pas toujours été présenté comme tel. Mais ce que je trouve intéressant dans cette idée-là, c'est que pour moi, le ciné-club, c'est quelque chose qui se construit d'abord autour d'une envie de partager. Voilà, le cinéma est quelque chose qui, je pense, se partage éminemment, même si aujourd'hui on entend dire qu'on est seul face à nos écrans. Je pense qu'il n'y a rien de plus faux. On n'est jamais véritablement seul face à nos écrans, même quand on est chez soi, et je pense que c'est une idée de partage, une idée de jeu aussi d'une certaine façon. Le fait de jouer, de comparer ses références, le fait de comparer ses goûts, ça c'est la définition plutôt de la cinéphilie. Mais je crois que le ciné-club est un cadre, ce n'est pas le seul, mais c'est un cadre qui a permis à un moment donné, et qui permet toujours aujourd'hui, je crois, d'une certaine manière, de partager. C'est un terrain de jeu d'une certaine façon. Il y en a beaucoup dans l'histoire du cinéma, des terrains de jeu, mais je crois que le ciné-club, ça a été un des terrains de jeu les plus incroyables qui a existé, parce qu'il a été extrêmement dynamique. Il a pris beaucoup de formes. C'est passé de séances privées dans des salons, donc des choses très confidentielles, à un mouvement d'éducation populaire qui a eu un maillage national absolument incroyable, presque sans précédent, je crois, dans l'histoire française, à quelques exceptions près, peut-être dans le monde du sport, etc., avec des clubs de sport. Mais c'est vrai que le ciné-club, vraiment, c'est un terrain de jeu qui va revêtir beaucoup de formes. Mais au final, le point commun reste toujours là, même si aujourd'hui on peut parler de ciné-club éventuellement numérique, pourquoi pas.
On peut être d'accord ou pas d'accord on peut considérer que c'est un oxymore, numérique et ciné-club, je ne crois pas, mais tout ça pour dire qu'en fait, voilà, je crois que le ciné-club, c'est un lieu physique ou virtuel, en fait, d'une certaine façon, qui permet de partager avec des personnes qui en ont envie, qui permet de partager sa passion. Voilà. Après, bien sûr, je ne rentrerai pas dans les détails là parce que je pense que ce n'est pas très intéressant, ou du moins ça prendrait beaucoup de temps, et puis si ça vous intéresse, je vous invite à lire le livre. Mais oui, après, bien sûr qu'il y a eu des orientations, il y a eu une orientation pédagogique très forte et qui a été l'un des points de repère très longtemps, mais le ciné-club n'a pas toujours été pédagogique. C'est quand même quelque chose de déterminant qui a quasiment parcouru toute son histoire, mais il n'y a pas eu que ça, et voilà. Est-ce qu'il y a, aussi une forme, je veux dire, un peu administrative? C'est-à-dire comment on pourrait le définir administrativement? Au-delà justement de l'esprit et tout ce que tu viens de dire, voilà, quelles sont les formes, comment ça se pratique, comment ça s'est pratiqué, l'évolution? La définition effectivement, philosophique que je donne, voilà, c'est la suivante, c'est le fait de partager. Effectivement, après, il y a eu une définition plus concrète, physique, juridique, cadrée, voilà, pour le coup. Et là, oui, alors, bon, c'est pas la partie peut-être la plus fun de mon travail, mais effectivement, elle est déterminante parce qu'elle a cet encadrement concret du ciné-club, ça a obligé aussi à faire des choix, contraints ou non, dans des choses très concrètes, la programmation, etc. Alors, officiellement, quand même, il y a, pour en dire deux mots, un statut qui est spécifique à la France, qui existe toujours, même s'il est en discussion âprement chaque année, c'est le statut du cinéma non commercial. En France, on considère qu'il y a un espace commercial et un espace non commercial des films. Pour certains pays, c'est une aberration. Les États-Unis, par exemple, vous en doutez sans doute, en disant qu'il y a un marché du film, c'est tout. Voilà. En France, on considère depuis au moins 1949, date officielle de la mise en place de statut, mais qui a été mis en place avant, on estime qu'il y a une séparation. Dans le cadre de l'association, du but non lucratif, une activité à but non lucratif, il y a une séparation. Et le ciné-club s'est placé très tôt de ce côté-là. Donc ça donne droit à des avantages. Pour parler très concrètement, argent, on loue moins cher un film. Voilà. Mais il y a aussi eu des contraintes. L'État, en contrepartie, a exigé un certain cadrage qui a parfois été difficile pour les ciné-clubs, interdiction de faire de la publicité, ou alors dans des affiches, je crois, de mémoire qui devaient faire 20 x 16. Enfin, c'est assez aberrant. Interdiction de reprendre des affiches du distributeur, mais vous avez le droit d'avoir des toutes petites affiches, des choses comme ça. Donc, ça va très loin. Il y a une sorte de contrainte un peu paradoxale comme ça. Interdiction aussi qui a fait beaucoup de mal à partir des années 50. Le fait que les ciné-clubs n'avaient pas le droit de passer des films qui avaient moins de 4 ans d'ancienneté pour ne pas concurrencer les exploitants. Les exploitants se sont plaints, très en colère auprès de l'État, disant que les ciné-clubs les concurrençaient, ce qui peut être contesté comme argument quand on compare les spectateurs des salles et les spectateurs des ciné-clubs. Mais bon, bref. Les exploitants étaient, rappelons-le quand même, une profession meurtrie par l'après-guerre, comme beaucoup d'autres professions, mais qui se reconstruisait. Donc c'était un terrain sensible, et quand on voyait les ciné-clubs ne pas payer les mêmes taxes, programmer des films qui n'avaient pas forcément toujours obtenu un visa de censure, bon, les exploitants n'étaient pas très contents, ce qu'on peut comprendre, et donc l'État a dû aussi intervenir sur ce terrain-là. Donc le deal, d'une certaine façon, c'était de dire, voilà, on vous protège d'une certaine manière, on reconnaît le statut de ciné-club, c'est une association obligatoirement, des séances gratuites, l'obligation en 64, c'est écrit dans la loi, d'avoir présentation, discussion, débat, présentation, projection, discussion, pardon. Donc vraiment, ce schéma très fort qui est quand même connu du ciné-club, de dire on présente un film, on le montre et on le discute, ça c'est écrit en 64. Voilà. Donc à la fois c'est très glorifiant pour le mouvement, parce qu'on dit on est reconnu par l'État, donc c'est quand même quelque chose de très fort, on est protégé, on a aussi une reconnaissance d'utilité publique, ce qui n'est pas rien, des fédérations. Et en même temps, il y a des contraintes très dures pour les ciné-clubs. Donc ça va être assez délicat, et peut-être d'ailleurs une partie de ces contraintes vont peser sur le mouvement dans les années 70, quand il commencera un petit peu à chercher de nouveaux adhérents sans les trouver. Voilà, donc ça c'est vraiment, je ne rentre pas dans les détails parce que c'est assez complexe, il y a eu beaucoup de batailles, et la bataille continue aujourd'hui encore de manière très âpre sur cette question du cinéma non commercial. Le CNC, à l'heure actuelle même, se pose la question, et pose la question aux professionnels, exploitants, distributeurs, est-ce qu'on doit maintenir une séparation sur le marché français? Est-ce qu'il y a
un marché non commercial du film ou est-ce qu'il y a un seul et même marché? Est-ce qu'on peut rediscuter de ça? Les réactions sont très vives et il va y avoir sans doute des concertations en 2018 et je pense que les débats vont être assez âpres. Donc les ciné-clubs ont porté ça. Si le statut du secteur non commercial existe en France aujourd'hui, c'est en grande partie grâce aux ciné-clubs. C'est eux qui vont le porter en 1949. Et donc c'est le paradoxe, c'est qu'à la fois c'est quelque chose qui va les protéger et je crois, on peut émettre l'hypothèse, c'est aussi quelque chose qui va, disons-le, un peu les plomber. Voilà, donc ça c'est pour le cadre. Donc il y a un vrai cadre. On ne peut pas faire, entre guillemets, n'importe quoi d'une certaine façon. Et je précise simplement que certains animateurs, d'après ce que j'ai pu lire dans les archives, je n'étais pas né à ce moment-là, mais d'après ce que j'ai pu lire ou les témoignages que j'ai pu prélever, certains animateurs ont pris très violemment cette intrusion de l'État et de la chose juridique dans l'affaire des ciné-clubs en disant on ne peut pas accepter ces contraintes-là. Certains ont préféré, semble-t-il, à des moments quitter le mouvement pour des raisons politiques, d'une certaine façon, en disant on ne peut pas accepter de telles contraintes, on est en train de se faire avoir d'une certaine manière. Donc il y a eu des divisions en interne aussi là-dessus. Voilà. Est-ce que dans ces contraintes, entre par exemple un catalogue, c'est-à-dire parce que du coup ces contraintes, même si c'est-à-dire ne pas montrer un film de moins de 4 ans, mais de l'autre côté, est-ce que c'est on peut montrer tout ce qu'on veut antérieur, ou est-ce qu'on est orienté vers un catalogue et qui Ouais. Et qui le. Alors, qui c'est qui oui, l'écrit, qui le négocie. Alors pour essayer de faire court, parce les que questions économiques. oui, voilà, c'est pas les questions les plus fun, mais c'est des questions très importantes. Je suis d'accord. Alors c'est pour ça que j'essaye de synthétiser. Pour comprendre assez clairement ce deal et le fait de peser le pour et le contre, etc., de savoir si finalement c'était un pari gagnant ou pas. Enfin, est-ce que c'était un pari, est-ce qu'ils avaient vraiment le choix, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, est-ce que c'est une autre chose ou pas. Le fait est que le deal est aussi le suivant, c'est que ces contraintes-là, ça met en avant les fédérations. Des fédérations de ciné-clubs qui organisent les réseaux à l'échelle nationale et qui vont devenir de plus en plus puissantes. Certains vont y voir, et il y aura des débats assez âpres pour le coup aussi, sur le fait que certains accusent les fédérations, qui les représentent auprès de l'État, de se subordonner d'une certaine manière à l'État. Et donc l'État, le CNC, va aussi d'une certaine façon s'appuyer sur les fédérations pour faire la police d'une certaine manière. Je schématise un peu. Comment? Tous les ciné-clubs doivent être affiliés à une fédération. Interdiction aussi des clubs de s'adresser directement à un distributeur pour avoir une copie. On doit s'adresser à la fédération. Intermédiaire obligatoire. Tous les membres doivent avoir une carte d'adhérent. Sinon, ce n'est pas possible. Qui contrôle ça? Les adhérents donnent leur carte à la fédération, qui font leur compte, qui remontent au CNC. Donc, il y a un système qui se met en place. Les fédérations y ont un avantage. Ceux qui sont à la tête des fédérations aussi s'en trouvent renforcés d'une certaine manière. Et d'autres adhérents aussi quitteront le mouvement d'ailleurs en refusant justement cela. Il y a clairement aussi dans certaines des fédérations qui sont accusées d'être trop proches de l'État, etc. Et donc, pour le coup, voilà concrètement. Donc, à qui on s'adresse? Ce sont les fédérations qui ont un catalogue, qui le présentent aux animateurs. Et les animateurs, à des moments, vont dire, il n'y a pas le film que je veux, comment je fais? Il n'y a pas de film sur la guerre d'Algérie, par exemple. Pourtant, c'est un sujet, nos adhérents nous demandent beaucoup de films sur la guerre d'Algérie. On a des jeunes ouvriers qui nous demandent, dès 62, est-ce qu'on pourrait voir... les catalogues ne le présentent pas forcément. Alors bon, après, on s'organise. Les copies passent sous le manteau. Il y a un plan d'action qui est organisé, on passe la copie si la police débarque, et puis etc. Donc j'ai des animateurs qui m'ont raconté ça, bien sûr. Mais officiellement, on ne va pas demander ça. Voilà. Donc il y a des sortes de réseaux parallèles qui se font, heureusement, et c'est ce qui fait rester beaucoup d'animateurs, je crois. Mais il y a quand même la fédération, et là, elle a les fesses entre deux chaises, en quelque sorte. Je ne remets pas du tout en cause la sincérité des fédérations. Les fédérations œuvrent avant tout pour le cinéma et les ciné-clubs. Mais en même temps, elles sont dans cet entre-deux-là. Et elles sont prisonnières de ce catalogue aussi d'une certaine manière. Mais il faut reconnaître qu'elles défendent et qu'elles négocient âprement des droits de diffusion aux distributeurs pour avoir des prix les plus bas. Donc voilà, chacun essaye de faire au mieux, mais bien entendu qu'il y a des animateurs qui vont aussi quitter le mouvement
On peut le dire très, très simplement, cette image d'Épinal qu'on a du ciné-club et de l'animateur un peu bohème du Paris des années 40, 50, les ciné-clubs du quartier latin où il y avait Truffaut, Godard, etc. Tous ces cinéphiles qui sont passés. Tout cela, ils vont déserter le mouvement dans les années 60, quand le cadre juridique, même déjà dans les années 50, quand on commence à leur expliquer que dans leur ciné-club, où ils passaient à peu près ce qu'ils voulaient sans rendre de compte, ben, il va falloir passer par un catalogue, il va falloir s'associer à une fédération, il faut que tout le monde dans la salle ait payé sa cotisation et à sa carte d'adhérent. Là, c'est terminé. J'ai pu voir des témoignages de Tavernier, de Bertrand Tavernier, qui était qui représentait un ciné-club mythique de Paris dans les années 50 et 60, qui était le Nickelodeon. Il dit au bout d'un moment, nous, on n'a pas les films qu'on veut. Vous nous proposez La Chevauchée Fantastique de Ford, on l'a déjà vu. Nous, on veut autre chose. Vous n'avez pas plutôt le dernier Ford, à la limite, ou vous ne l'avez pas, c'est pas grave, on essaye de la trouver nous-mêmes. Non, vous n'avez pas le droit. Voilà. Donc, vous voyez, il y a toujours ce décalage-là, et voilà, les fédérations essayent de se positionner là-dessus. Donc, bien sûr que le cadre, à proprement parler des ciné-clubs, il a un poids sur la programmation, mais il ne faut pas négliger l'inventivité des animateurs sur le terrain. Il y a toujours, c'est ce que j'espère avoir démontré dans le livre, il y a un effet pyramidal, mais ça, c'est pas que dans les ciné-clubs, c'est partout quand il y a une organisation à l'échelle nationale. Il y a la direction et puis il y a ce qui se passe vraiment sur le terrain. C'est pareil, pour prendre un exemple très court, les fédérations, officiellement au départ, après ce sera moins, elles sont plus ou moins affiliées politiquement ou de manière confessionnelle. Il y a une fédération catholique, protestante, une fédération réputée plus proche du PCF, une fédération plus proche de la SFIO. Bon, c'est vrai dans les postures, mais sur le terrain, j'ai rencontré des animateurs ou des témoignages où un animateur de la FLEC qui est donc officiellement une fédération catholique, qui va prêter une copie à un animateur de la FFCC qui est censé être Coco. Bon, parce que l'important, à ce moment-là, c'est ça qui est intéressant, c'est que la cinéphilie, je suppose, prend le pas sur la confession et l'encartage politique d'une certaine manière. Donc, on veut quand même voir le dernier Bergman. Et peu importe qu'on soit catho, protestant, et même il y a des passages, il y a des adhérents j'ai rencontré un adhérent justement toulousain, Michel Blanc, pour le coup, qui avait raconté qu'il avait commencé à la FLEC étant jeune avec le curé qui cachait les scènes de bisous sur le projecteur, et j'ai lui demandé de mettre la main sur le projecteur, et puis qui après s'est retrouvé, je crois, je ne sais plus s'il est passé par la FFCC, mais après il s'est retrouvé dans un ciné-club de l'UFOLéis rattaché à la Ligue de l'enseignement, qui eux étaient les laïcs, mais alors anti-catho à fond, qui c'était vraiment les ennemis déclarés, donc il a fait le grand écart. Mais lui, ce qui retient simplement, bon, le grand écart peut-être pas, mais un petit écart, mais... Oui, pardon, excusez-moi, Maurice Blanc, qui est cité dans le livre à plusieurs reprises, et qui lui me dit, ben, moi avant tout, voilà, moi ce que je voulais voir, c'était du cinéma. Et c'est ça qui est intéressant. Mais par contre, à l'échelle de l'État, les fédérations, c'était de dire non, ce sont des positions... On essaie de manger à la même table, mais pas toujours. Enfin bon, c'est compliqué. Mais bon, ça, je n'étais pas à la table des négociations et peut-être des personnes, eux, l'ont vu et pas moi. Voilà. S'il y a des questions ou des remarques, bien sûr. N'hésitez pas. La difficulté, c'est que je parle la parole sur des choses que je n'ai pas vécues et il y a des personnes qui les ont vécues. Donc, il faut je dis des grosses bêtises. Donc, n'hésitez pas à me dire que j'ai tort. Mais bon, j'essaie d'avoir un minimum de recul. Pour ajouter ou des précisions ou autre, enfin, n'hésitez pas. Et à ce moment-là, je vous passerai le micro pour que ça puisse être audible. Mais voilà. Je peux revenir sur la période, sur la deuxième question. Sinon. Oui, voilà, peut-être sur le choix de la période. Alors, la période, je dirais qu'il y a deux raisons principales. Officiellement, les ciné-clubs naissent en 1920. Bon, le terme ciné-club apparaît avant, dès la fin des années 1900, mais n'est pas repris. C'est un exploitant de salle qui le reprend pour créer une sorte d'association, pour faire la promotion de ces appareils. Donc, ce n'est pas au sens où on l'entend aujourd'hui. Donc, c'est vrai que la mémoire collective des ciné-clubs a retenu 1920 parce que Louis Deluc, qui est quand même un grand critique et intellectuel parisien, va utiliser ce terme pour créer une revue qui ne durera qu'une année. C'est un prétexte pour vraiment lancer des séances, etc. Donc, c'est vrai que les années 20 et 30... pour le coup, sont vraiment la période où vont naître les ciné-clubs. Il y a déjà les grandes lignes qui sont tissées à ce moment-là. Le débat, même s'il ne va pas se généraliser tout de suite, il commence à se présenter dans les années 30. Il y a une première fédération qui se crée dans les années 30. Donc le terreau est là. Donc c'est vrai que logiquement, j'aurais dû commencer avant. Alors pourquoi je n'ai pas commencé là? Alors il y a une raison pragmatique. C'est que Christophe Gauthier, justement, qui
qui a été, ben voilà, disons-le aussi, aussi mon mentor, qui m'a mis le pied à l'étrier dans la recherche avant que Fabrice Montebello, mon directeur de thèse, prenne la suite. Ce sont deux personnes qui m'ont façonné en tant que chercheur. Il a écrit un livre que je recommande, qui a été écrit dans les années 90, mais qui reste pour moi tellement moderne et important, qui est bien sûr La Passion du cinéma, qui parle justement des salles spécialisées, des ciné-clubs et des cinéphiles dans les années 20 et 30. Et donc, voilà, je ne me voyais pas reprendre ce travail-là, qui était déjà une somme et qui, pour moi, reste encore aujourd'hui une référence en la matière. Donc, Christophe avait fait le travail d'une certaine manière, et c'est son livre qui m'a donné envie de poursuivre. Donc ça, c'est pragmatique aussi. Je n'allais pas me tirer une balle dans le pied pour me mesurer directement à Christophe Gauthier, pour le coup. Ça, c'est le premier point. Après, l'autre raison, elle est quand même plus logique, enfin, plus pertinente, je parle en termes scientifiques, je dirais. C'est dans le titre. J'ai bien écrit mouvement ciné-club et pas ciné-club, parce que pour moi, les ciné-clubs existent et naissent dans les années 20 et 30. Le mouvement ciné-club naît en 44, dans le sens où il va vraiment rencontrer les réseaux d'éducation populaire après la guerre. C'est-à-dire qu'avant la Seconde Guerre mondiale, ce sont des réseaux qui existent mais qui s'ignorent un petit peu. Ils font chacun leur truc un peu dans leur coin. Il y a du cinéma éducatif, on commence à travailler de manière pédagogique, etc. Du côté des laïcs, les catholiques sont très actifs aussi. Et puis vous avez ces intellectuels parisiens qui font du ciné-club, etc. Et ces différents réseaux et ces différentes sphères d'influence, en quelque sorte, vont se rencontrer vraiment après la Seconde Guerre mondiale, avec le contexte que l'on connaît aussi, un contexte aussi où on a le sentiment d'avoir envie d'aller de l'avant aussi, de reconstruire quelque chose. Le préambule quand même de la Constitution de la 4e République quand même met en avant clairement l'égal accès à la culture pour tous. Donc il y a cette idée quand même qu'il faut faire quelque chose. C'est pas nouveau. Il y a déjà un terreau très clair avant la Seconde Guerre mondiale, mais on va dire que ce terreau, cette fleur éclot véritablement, les graines sont plantées avant, mais cette rencontre, elle s'effectue véritablement à ce moment-là. C'est pour ça que je me permets, en tout cas je revendique le fait qu'on peut, à mon sens, beaucoup plus parler de mouvement, au sens d'un réseau national, organisé, structuré, avec une orientation commune, seulement à partir de 1944. Avant, on cherche, on tâtonne, on se rencontre un petit peu, on essaye. Il y a eu des expériences, Ciné Liberté en 1936, le Ciné-Club Spartacus en 1928. Donc quelques expériences comme ça, un peu de rencontres qui annoncent la suite, mais vraiment ça reste des expériences. Et la suite va effectivement se construire autour d'un mouvement. Donc voilà pour 1944. Et alors pourquoi 99? Je précise, pour moi 99 n'est pas du tout la mort des ciné-clubs. Les ciné-clubs ne sont pas morts, ils existent toujours, et je pense d'ailleurs qu'ils ont même la pêche, je dirais, même s'ils ont changé peut-être de forme, de visage. Par contre, pourquoi 99? Je pense par contre que, je le dis, c'est ma position et mon hypothèse aussi, je pense qu'en 99, on peut dire par contre que le mouvement ciné-club est terminé. Le mouvement, pas le ciné-club. Le réseau national, cette densité, cette orientation commune, etc. Bon, 99 en plus, c'est trop réducteur, bien sûr. On peut être un peu avant ou un peu après, mais c'est vraiment pour dire à la fin des années 90, allez, début 2000, je pense que voilà, là, on peut dire que le mouvement n'est plus. Mais je dirais que c'est pas non plus une tragédie. Pour moi, il y a quelque chose de très beau qui naît de ça. On fonctionne différemment, mais le ciné-club, pour moi, sort extrêmement renforcé de ça. Et pour moi, je pense que si le ciné-club, si on connaît encore, si les générations qui n'ont pas connu le ciné-club tel qu'il est présenté dans le livre connaissent le mot, même s'ils n'ont pas la même définition, c'est bien que le mouvement ciné-club a gagné pour moi. Le mouvement ciné-club avait un pari. Ce pari, c'était de dire on peut aider à partager le cinéma. Alors, il y a eu plein de débats. Comment on aide? Il faut faire attention, il ne faut pas être paternaliste, il ne faut pas être condescendant. On n'est pas des enseignants, si quand même un peu. Comment on fait? On doit être intrusif, mais pas trop. On doit guider sans orienter, ou l'inverse. Bon, bien sûr que ça a été compliqué, mais je pense que le point central, c'est de dire on doit faire tout pour favoriser le partage, nourrir la cinéphilie, la transmettre, etc. Sans doute aussi dans une volonté d'émancipation. Il y a une politisation très claire, même si beaucoup d'animateurs aussi étaient surtout là pour l'amour de l'art, même si on peut considérer que c'est une position politique, l'amour de l'art. Mais je dirais simplement que, pour le coup, c'est ça qui est important, je pense, à retenir, c'est que les ciné-clubs, pour moi, ont gagné. Donc, j'aime pas dire déclin ou essoufflement, d'accord, mais voilà, les ciné-clubs ne sont pas morts, le mouvement peut-être, mais ce qu'il a semé, il est là aujourd'hui. Si aujourd'hui, vous m'avez proposé
Ça me rassure. si aujourd'hui, enfin, tu m'as proposé de présenter La Chevauchée Fantastique à 21h, c'est parce que les ciné-clubs l'ont programmé. C'est ce que je dirais tout à l'heure à la présentation. Le film n'a pas été si bien reçu que ça aux États-Unis à sa sortie. Hein. C'est bien, mais c'était pas non plus. C'est en Europe et en France notamment qu'on a dit c'est excellent, etc. Et les ciné-clubs, ils l'ont montré pendant 3 décennies. Il y en a même qui s'en sont plaints. Vincent Pinel l'écrit en disant bon, écoutez, c'est bien La Chevauchée Fantastique, mais est-ce que vous n'auriez pas La Prisonnière du désert parce qu'on aimerait bien avancer. Donc, mais voilà, donc c'est bien la preuve que si on programme aujourd'hui Ford, bon, c'est pas que les ciné-clubs, mais je pense quand même qu'on leur doit quand même énormément ça. Il y aurait eu, je dis pas que sans les ciné-clubs, Ford n'aurait jamais été reconnu, mais je pense qu'en tout cas, au moins, ça a été des accélérateurs. Et c'est pareil pour le cinéma italien. La nouvelle vague, peut-être qu'ils ont été un peu moins sur le coup. Je pense que certains ne seront pas contents de l'entendre. Je crois que tout le monde n'est pas d'accord avec ça, mais certains l'avouent quand même. Il suffit de regarder les programmes. C'est pas moi qui le dis, j'ai regardé les programmes. Forcé de constater que la nouvelle vague va mettre un peu de temps à arriver dans les ciné-clubs. Il y a un peu de réticence. Hein. Je crois qu'il y a un côté un peu... le fait de se dire, bon, on est un peu déçu de ne pas l'avoir vu arriver. Parce qu'il y a... J'ai trouvé des articles de revues de ciné-club où la veille de la nouvelle vague, on va dire allez, en 57, 58, il y a des articles, des dossiers en disant le nouveau jeune cinéma français. Alors il faut regarder cet article, parce que vous pouvez regarder les noms, je vous mets au défi de connaître la moitié des noms qui sont proposés. Donc il y a une sorte de fierté un peu qui est un peu dure, c'est de dire voilà, on sait qui sera le cinéma français de demain. Et l'année suivante, il y a les 400 coups et à bout de souffle, quoi. Et là, il n'y avait pas un nom dans leur liste. Donc, je pense qu'il y a aussi un côté un peu, bon, on ne l'avait pas vu arriver, on est un peu déçu, donc on va un peu leur tourner le dos. Mais après, bien sûr, ils vont accueillir Godard chez eux avec grand plaisir. Même si Maurice Blanc m'avait confié avoir eu un peu de mal au début pour le coup voilà, face à ça. Donc je pense que c'est ça qu'il faut retenir. 99, c'est la fin d'un réseau structuré nationalement. C'est la fin d'un moment de l'histoire des ciné-clubs. Mais le reste est là. Hein. Voilà, le reste est là. C'est une culture cinématographique, c'est l'autre élément du titre. Notre culture cinématographique en France a été marquée par les ciné-clubs. Moi qui officiellement n'ai jamais été dans un ciné-club, je n'en ai jamais créé un. Et oui, c'est ça le paradoxe. Enfin, officiellement, non. Officieusement, oui. J'ai été dans des dispositifs qui sont des héritiers de lycéens apprentis au cinéma, collège au cinéma, indirectement, ont été repris des ciné-clubs. Donc j'ai été marqué par les ciné-clubs, mais officiellement, par la définition que j'ai donnée, juridique, etc., je n'y ai jamais été, dans ce cadre-là, d'une certaine manière. Pourtant, je partage une culture cinématographique qu'ils ont continué à bâtir et que aujourd'hui encore les plus jeunes partagent dans des programmes, des dispositifs à l'école et en dehors, etc. Donc pour moi, le combat est clairement gagné. Et beaucoup de pays l'observent. Il suffit de poser une question très simple à n'importe quel professionnel du cinéma, acteur, actrice, réalisateur, réalisatrice, exploitant, distributeur, etc. En général, on leur demande, mais cette génération-là surtout, bon, mais voilà, où est-ce que vous avez découvert le cinéma? C'est la génération qui est en poste aujourd'hui, en général, répond la télé, parce que la télé a quand même montré beaucoup de choses, et les ciné-clubs. Ou alors le ciné-club d'Antenne 2. Pour le coup, c'est une sorte de fusion entre les deux. Mais donc c'est bien la preuve, c'est une constitutive de la culture cinématographique française. Et dans d'autres pays, je connais très mal le sujet des ciné-clubs des autres pays, même si j'échange avec des chercheurs brésiliens, canadiens sur ce point, mais je suis complètement aveugle là-dessus. Mais je pense que c'est quelque chose qui est constitutif de notre culture. Je ne vais pas partir dans le trip identité nationale, je vous rassure, mais je pense malgré tout qu'on a des réseaux qui ont construit notre culture, et les ciné-clubs sont des intermédiaires évidents et extrêmement puissants de ce réseau, au sens positif du terme, j'entends. Du coup, n'hésitez pas toujours à prendre la parole. Du coup, pour aller plus loin et pour poser des questions, parce qu'en fait, souvent tu réponds à des questions que je voulais te poser, auxquelles tu as déjà répondu. Mais pareil, deux questions en une finalement. La première, c'est peut-être, est-ce que tu peux nous parler de l'évolution de ce mouvement, justement, entre de 44 à 99, qu'est-ce qui s'est passé? Et une des questions, ou en tout cas une idée, enfin quelque chose qui m'interroge, c'est est-ce qu'il y a eu, parce que c'est quand même le risque quand on rentre dans un mouvement et du coup dans une structuration, c'est-à-dire de partir de quelque chose qui est plutôt plutôt de l'idée d'une culture populaire
et finalement à quelque chose qui peut devenir un petit peu élitiste, avec un côté pédagogique, tu vois, qui peut un petit peu vriller à un moment donné. C'est-à-dire, on veut vous ouvrir au cinéma, et puis finalement, on finit par cette idée d'ouverture, par refermer en disant ça, c'est le cinéma, ça, c'est le bon cinéma, et ça, il serait moins bon. Et du coup, l'autre question, qui va avec, et tu as déjà commencé à en parler aussi, donc c'est la question de la programmation. Dire, est-ce qu'il y a est-ce qu'on peut parler d'une politique de programmation, comme on parle d'une politique des auteurs, ou est-ce que c'est plutôt une programmation politique? Tu vois, est-ce que je pense que voilà, les deux sont liés, hein. Exactement, tout ce que tu dis se rejoint. Donc je vais essayer d'être synthétique pour pas être chiant. Non, c'est intéressant comme question. Oui, non, mais moi ça m'intéresse vachement, mais je me mets à la place. Tout le monde est là pour ça, hein, je pense. Non, mais il y a un regard biaisé, c'est pour ça. Je veux dire. Donc non, mais j'essaie de résumer parce que voilà, je veux pas être, voilà, je veux pas trop digresser, mais oui, enfin voilà, de toute façon, tu mets effectivement, je pense, le doigt sur quelque chose de central qui, je crois, est dans le livre et qui m'a interrogé pendant tout le temps de mon travail, et j'avoue ne pas avoir la réponse. Je n'ai que des hypothèses, et on sera peut-être pas forcément d'accord avec les acteurs de ce mouvement, mais voilà, toute la question est là, c'est-à-dire que on a déjà parlé de ce qu'on voulait faire. Voilà, nous ce qu'on veut faire, c'est parler de cinéma, montrer des films, qu'on puisse les partager, qu'ils puissent être diffusés, et pourquoi pas émanciper, conduire à une émancipation des citoyens et des citoyennes avec les films. Bon, ça, c'est l'objectif. Mais bien entendu, la question que tu poses, c'est comment on fait ? Concrètement, comment on fait ? Alors, il y a un cadre. Donc, on a le cadre, on doit le respecter. On a la philosophie. Mais maintenant, c'est bien beau. Comment on fait concrètement ? Bon, alors la première réponse, qui a été quand même unanime, même si elle a été un peu débattue à des moments, c'était OK. Au moins, on a une méthode plus ou moins, où on s'est plus ou moins accordé. On présente, on projette, on discute. Ça, on est à peu près tous d'accord. Mais ensuite, qu'est-ce qu'il y a derrière, quoi ? Et c'est la question que tu poses, c'est quelle posture on adopte. Et là, pour le coup, j'ai une admiration immense pour les animateurs, parce que c'est eux, pour moi, qui se retrouvent entre deux. C'est les fédérations qui sont aussi portées par des animateurs, mais les fédérations, c'est elles qui représentent cette culture cinématographique. Les catalogues, voilà les films. Nous, on vous dit, il faut débattre, d'accord ? On vous propose des manuels de comment présenter un film, quoi programmer, d'accord ? Mais bon, c'est quand même les animateurs qui se retrouvent face à la salle. Et la salle, elle ne se comporte pas forcément toujours comme il y a dans les guides, même s'il y a des guides qui sont fantastiques. Celui de Vincent Pinel, Introduction au Ciné-Club, est un guide incroyable que je vous invite à lire même aujourd'hui, qui reste absolument magnifique, même qui date de 1964 quand même. Bon, mais donc c'est comment on fait concrètement, parce que ça va très loin. On a même des méthodes de plan avec grand 1, petit 2, petit c, pour savoir comment faire un débat. Donc à la fois on a une méthode très cadrée, et en même temps on a la réalité de la séance. Ce sera même reproché à des moments au ciné-club de dire oula, attention, on est limite dans la manipulation, on sait que vous mettez des gens dans la salle pour réagir vivement, volontairement après un film pour lancer le débat. Il y en a qui se disent pourquoi pas, il y en a d'autres qui se disent ouais, c'est quand même un peu limite. Bon. Donc chacun a sa méthode, mais voilà, ce n'est pas critiquable en tant que tel, hein, mais c'est une vraie réflexion. Donc la question c'est ça, c'est quelle posture on adopte. Il y a on ne peut pas le nier, je pense, il y a quand même une influence très forte dans le mouvement ciné-club, qui est là parce que une grande majorité des membres, pas tous, mais beaucoup, sont des instituteurs. Des instituteurs, donc il va y avoir cette idée de l'enseignement. Et beaucoup le diront, on a des témoignages. Vous avez même sur l'INA un documentaire que je vous recommande qui est fantastique. Je crois qu'il est payant, mais il vaut vraiment le coup. Il s'appelle Les jeunes et le cinéma en 1962, où on a des jeunes qui sont interrogés. Et on voit un ciné-club en 62. Et alors c'est très drôle parce qu'on voit dans la rue d'abord des gens qui sont interrogés en disant qu'est-ce que vous allez voir au cinéma. Alors bon, les jeunes rigolent un peu, ils sont un peu gênés. Ouais, il faut que ça bouge, Spartacus, tout ça. Et après, il va au ciné-club à Évry, un ciné-club ouvrier, de jeunes ouvriers, en 62. Et alors là, l'ambiance du ciné-club, quoi. Silence total. Les gens sont comme ça sur les sièges. Et puis, ils sont interrogés. Ils font, oui, je viens pour apprendre les... On change complètement d'ambiance. On a deux jeunes différents, ils ont tous les deux 17 ans, je crois. Il y en a un qui parle... Et là, on sent on est au ciné-club. Le ciné-club, ça rigole pas. Donc, c'est cette idée de... Le ciné-club, on y va... Il faut savoir se tenir, quoi. C'est-à-dire qu'il y a je dis pas ça pour tous les ciné-clubs, mais il y a une image très forte qui me semble
me semble-t-il, ne doit pas être éludé. Et ce n'est pas forcément un reproche d'ailleurs en soi, parce que c'est aussi ce que demandaient les adhérents, jusqu'à un certain point. Certains en ont eu marre aussi, mais les adhérents demandent aussi à apprendre. Donc il y a cette idée d'apprentissage. Donc il y a beaucoup cette idée, le mot est prononcé par les adhérents eux-mêmes, de cours du soir, on va au cours de cinéma. Et ça, pour certains, c'est tout à fait positif, et pour d'autres, par contre, c'est plutôt péjoratif. Mais du coup, c'est le cinéma. C'est pas des questions de société qui seraient débattues à travers un film, ce que j'appelle les films béquilles. Donc ça, on parle vraiment de cinéma. Voilà, et justement, oui et non. C'est là où les choses commencent à se corser. Que ce soit dans le débat ou dans le film qui est choisi par l'animateur, ça va dépendre, bien sûr. Le ciné-club est lié à lui. Donc, s'il est instit, il aura des idées. S'il est notaire ou médecin, il y en avait beaucoup aussi, bon, il n'aura peut-être pas les mêmes positions. Mais justement, et là, c'est pareil qu'on le voit dans le documentaire de l'INA ou dans des témoignages, il y a toujours cette hésitation. Ce n'est pas une division, parce qu'on ne choisit pas forcément un camp et l'autre, c'est un peu les deux. Et si vous écoutez les jeunes qui parlent en 62 face à la caméra de l'ORTF, c'est exactement ça. C'est de dire, on est là pour voir du cinéma, le grand art cinématographique, le 7e art, etc. Et en même temps, on est là pour apprendre. Et certains disent, oui, mais ce n'est pas conciliable. C'est-à-dire le cinéma, c'est avant tout l'art, c'est comme ça, on ressent... Bon, bien sûr, il faut apprendre le langage, mais par contre, on ne va pas parler de la société à côté. Et d'autres qui disent, mais non, au contraire. Si le film, on ne peut pas débattre autour d'un sujet social, si le film ne porte pas un message politique et social, ça n'a aucun intérêt. Donc il va y avoir beaucoup de débats là-dessus, sur le fait de dire, mais comment on fait Et bon, la solution serait de dire, trouvons un film qui fait l'équilibre. Mais cet équilibre n'est pas toujours là. Donc il va y avoir des films à thèse, on appelle ça les films à thèse, qui est carrément un genre qui est précisé dans les programmes de ciné-club. Ce soir, il y a un film à thèse. On va parler d'un film qui parle de la peine de mort, et comme ça, on pourra parler de la peine de mort. Et là, il y a une partie des membres du ciné-club qui font non, mais moi, je suis pas là, je suis venu pour parler travelling, je suis venu pour parler cadrage, je suis pas venu pour parler de la peine de mort. À la limite, vous n'allez pas en parler, mais si on ne parle montage, moi, je viens pas. Et d'autres, au contraire, qui disent, attendez, ça va. Enfin, à un moment donné, on les appelle aussi les snobs. Hein. Il y a des débats comme ça en disant les snobs, ils viennent nous parler de plans larges et compagnie. Mais en attendant, la société, elle se casse la gueule. Et si on ne parle pas de la souffrance des ouvriers, ça ne sert à rien. Vous voyez, et donc, il y a ce mélange-là, comme ça, alors parfois, il se rejoint autour de films, forcément. Vous avez les raisins de la colère. Là, vous avez gagné. Vous avez la mise en scène de Ford et puis vous avez la thématique du film. Bon. Mais dans beaucoup de cas, c'est compliqué. Et donc ça symbolise très bien que ce soit le débat ou le film qui est choisi. Des adhérents qui se plaignent en disant « Mais attendez, vous nous montrez un film qui n'a aucun intérêt sur le plan esthétique pour nous parler d'un sujet de société. Mais nous, on ne veut pas ça. » Et d'autres, au contraire, qui disent « Votre film, il est bien beau, le dernier Bergman, mais en attendant, ce n'est pas le dernier Bergman qui va changer la condition des ouvriers à l'usine de Billancourt. » Donc... voilà, il y a ce mélange-là. Donc on dit souvent il y a les ciné-clubs politiques. Moi je pense qu'ils ont tous, il y a eu des débats internes pour le coup là-dessus. Mais ça c'est un exemple. C'est quelle posture on adopte. Est-ce qu'on est dans la posture en fait c'est ça, du film en tant qu'œuvre d'art ou du film comme support pédagogique. Et ça il faut bien comprendre que ça, c'est cette hésitation, qui n'en est pas toujours une, hein, je dis bien qu'il peut y avoir un point de jonction, mais pas toujours, elle est née dès les années 20 et 30. Quand je vous parlais tout à l'heure des sphères qui se séparent, c'est justement ce qui se passe dans les années 20 et 30. Vous avez d'un côté ceux qui revendiquent le terme ciné-club, Louis Deluc, Canudo, ceux à qui on doit d'ailleurs le terme 7e art, qui défendent le cinéma comme art, qui parlent mise en scène, qui eux-mêmes passent à la réalisation pour défendre en disant oui, le cinéma est un art. Regardez Chaplin, regardez Eisenstein, regardez nos films, le cinéma c'est de l'art. Et en même temps, vous avez des réseaux qui sont associés à la Ligue de l'enseignement, qui sont associés aux catholiques, qui eux utilisent le cinéma pour promouvoir le citoyen dans le cadre de la Ligue de l'enseignement, le fidèle dans le cadre des catholiques. Et ça, il faut pas oublier le réseau de diffusion énorme qui existe dans les années 1900, 1910, 1920, 1930. Et en fait, c'est ce monde-là, que je vous disais tout à l'heure, qui se rejoint après la guerre. Et donc, en fait, vous avez au sein même du mouvement des personnes qui sont plus marquées par ce qu'on a appelé le cinéma éducateur ou le cinéma éducatif, qui s'appellera aussi parfois après la guerre le cinéma culturel, qui est beaucoup représenté par l'UFOLEIS, qui est une branche indirecte de la Ligue de l'enseignement, mais pas que. C'est une partie. Hein. Je ne veux pas généraliser. Et puis, vous avez cette sphère-là d'intellectuels qui, eux, ne jurent que par la mise en scène. Et donc, ces mondes, je schématise un peu, bien sûr que chaque cinéphile est à une position beaucoup plus complexe. Mais vous voyez, vous avez cette rencontre qui se confronte tout le temps. Et le ciné-club, pour moi, encore aujourd'hui,
il doit toujours se positionner. Pour moi, il n'y a pas de réponse. C'est qu'à chaque séance, pratiquement, à chaque choix, à chaque film, ça se reconfigure. Chaque film qu'on choisit, où est-ce qu'on peut se situer et où est-ce qu'on est dans l'équilibre. À la fois, on est là pour célébrer l'art et en même temps, on apprend des choses. Mais pour moi, le cinéma apprend des choses. Même un film qui ne parle pas ouvertement de la guerre d'Algérie, de la peine de mort ou de la condition des ouvriers, pour moi, j'apprends quelque chose. Même quand je regarde Transformers, qui est un blockbuster que je trouve a priori pas bon, je trouve pas ça bien, je m'ennuie, mais j'ai quand même appris quelque chose. J'ai appris que j'aimais pas Transformers. J'ai appris que j'aimais pas. Et pourquoi ? Parce que la mise en scène, je la trouve pas intéressante. Parce qu'il propose des idées que je trouve pas un peu limite même. Bon, mais j'ai quand même appris quelque chose. Donc, pour moi, le cinéma, il y a de toute façon de l'apprentissage, c'est-à-dire du plaisir et de l'apprentissage. Or, la question des ciné-clubs, c'était vraiment une question. Et là, pour le coup, je ne parle pas au passé, parce que pour moi, c'est quelque chose qui est toujours actuel aujourd'hui. Et là, pour le coup, moi, qui me pose un peu problème, c'est qu'il y a cette idée très forte que le plaisir, le divertissement et l'apprentissage doivent être traités séparément. Et je ne vois pas pourquoi. Pour moi, ces trois éléments sont liés. Ils ne le sont pas toujours pour des raisons de qualité, mais ils sont liés. Or, dans le ciné-club, pendant un certain temps, une certaine période, notamment celle que j'ai étudiée, là, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des archives, des écrits, des témoignages. Il est très clair que l'on sépare les deux. Si l'on se divertit, on n'apprend pas. Parce que si l'on se divertit, on est dans une position passive. Quand on se divertit, le plaisir prend le devant, nos passions prennent le devant, donc nous sommes passifs. Et comme nous sommes passifs, nous devenons des sortes d'éponges. On dit ça aussi souvent beaucoup des enfants, je trouve, mais des adultes aussi. Nous sommes des éponges et nous absorbons tout sans esprit critique. Je ne suis personnellement pas convaincu de ça du tout. Au contraire, je pense que nous sommes dans une position active en permanence. Je ne dis pas que ça, je ne suis pas non plus en train de dire que tout est parfait, etc., et qu'on n'est pas influencé dans un sens ou dans un autre. Mais il me semble que séparer de manière automatique et drastique le plaisir et l'apprentissage, ne serait-ce que le plaisir du raisonnement. Quand on réfléchit à quelque chose et qu'on trouve la solution à une question qu'on s'est posée ou même à un problème de maths, on est quand même content de l'avoir fait. Donc c'est bien la preuve qu'il y a un plaisir qui peut être associé à une réflexion. Donc je pense que ça, c'est une question déterminante qu'ont posé les ciné-clubs. Et moi, j'ai ma réponse, je ne dis pas que c'est la bonne, mais je pense que ça rejoint tout ce que l'on vient de dire. Le choix les débats des adhérents, le choix du film, etc. C'est toujours se positionner. Est-ce qu'on est dans le divertissement ou est-ce qu'on est dans l'apprentissage ? Pourquoi est-ce qu'il faut forcément choisir ? Bon, ça, c'est moi qui regarde de manière rétrospective, c'est facile à dire. Mais ce que je constate, moi, c'est qu'à l'époque, ils se posaient cette question-là. Et ils avaient une peur que je peux comprendre, qui est légitime. J'essaie de me mettre à leur place, même si ce n'est pas normalement très à l'historien de faire ça. Enfin, on essaye de se mettre à leur place, mais on ne peut pas. Mais je me dis que je peux comprendre cette hésitation-là, mais ce n'est pas pour moi une finalité en soi. Pourquoi est-ce qu'il faut forcément choisir ? Mais le choix était très compliqué, effectivement. C'est cette peur d'être passif. Le ciné-club a été créé pour dire il faut des spectateurs actifs. Les spectateurs doivent être actifs. Et donc, c'est cette peur de dire si on montre n'importe quoi, ils peuvent être passifs et le ciné-club ne sert pas à ça. Et voilà, c'est un débat. Voilà, c'est un débat. Mais je pense que ça, c'est un point central qui a obligé les animateurs à débattre entre eux, et tant mieux, les adhérents, les fédérations à se positionner à chaque fois. Et il y a eu des débats très, très durs, je pense, et j'en ai eu quelques extraits là-dessus, quoi. Et du coup, cette question centrale, le fait de cette position finalement là d'hésitant, j'ai envie de dire, elle a évolué, c'est-à-dire entre les années 50, les années 60, les années 70, les années 80. Est-ce qu'il y a eu une évolution ? Elle était toujours présente là, mais est-ce qu'il y a eu une évolution plus d'un côté ou plus de l'autre, ou plus d'un juste milieu ? Puisque le mouvement a évolué, puisque tu parles de l'hypothèse que 99 serait la fin du mouvement. Donc comment on arrive d'un mouvement puissant à un mouvement en perte de vitesse ? Qu'est-ce qui se passe ? Pour faire aller un peu vite, c'est quand même c'est très schématisé, mais bon, moi je dirais simplement que dans les années 40-50, c'est plutôt la partie art. Non, c'est difficile à dire. Je pense que le débat était très âpre. Il y avait un équilibre. Il y avait une sorte voilà, si on imagine un combat de boxe, alors les deux combats, c'était vraiment équilibré, je dirais, dans les années 40-50. Pourquoi ? Parce que dans les années 40, il faut bien comprendre quand même que le cinéma, il est admis comme un art, mais il y a encore du boulot. Hein. C'est-à-dire que dire le 7e art dans les années 40,
c'est admis, mais c'est encore très jeune. Il faut bien comprendre que dans les années 20 et 30, le cinéma n'est pas considéré comme un art. Il faut se battre pour dire c'est un art. Et De Luc, les ciné-clubs, les premiers ciné-clubs servent entre autres à ça. C'est pas les seuls, mais... Donc dans les années 40, oui, ça y est, le cinéma est un art. Mais il y a encore, voilà, il faut revendiquer le terrain, quoi. Bon, donc forcément, les ciné-clubs sont là aussi pour ça, pour dire n'oublions pas que le cinéma est un art. Donc il y a un équilibre là. Mais en même temps, il y a toujours ce positionnement sur... On est dans l'après-guerre, il y a des thématiques très importantes, bon, comme toujours, bien sûr, mais bon. Mais si je devais noter un changement, peut-être quand même dans les années 70, mais là, vraiment, c'est une hypothèse par rapport à ce que j'ai pu voir. Mais là, je pense que là, pour le coup, plutôt des personnes dans la salle pourront répondre. Là, il me semble par contre que du fait du contexte, que ce soit 68 et bien sûr post-68 art, je pense que là, pour le coup, sur le combat de boxe, il y a eu un avantage et il y a eu des ciné-clubs qui ont dit, OK, il va falloir aussi quand même qu'on pense à mettre des films qui sont des films militants, qui sont des films. Ouais, et là, vous avez les cinéphiles un peu... ceux que certains appelaient les snobs, c'est moi qui le dis, je l'ai lu, hein, des témoignages de l'époque, les snobs qui disent « ben ouais, mais attendez, la mise en scène, etc. » Bon, et là, vraiment, il dit oui, en attendant, il faut penser l'après-échec de 68, il faut penser forcément aussi, bien sûr, les questions sociales, sociétales qui se posent dans les années 70, bien évidemment. Donc, je pense dans les années 70, il y a quand même eu beaucoup de débats là-dessus, quoi. Voilà. Donc, s'il y avait... voilà. Et puis, les années 80, c'est difficile à dire parce que c'est le paradoxe de ce travail. Plus l'on avance dans le temps, et moins j'ai trouvé de sources directes sur les ciné-clubs. C'est le paradoxe. Alors, bien sûr, il y avait des personnes vivantes, mais sur les traces papier, les sources de première main de l'historien, ce paradoxe, c'est que j'ai plus de documents sur les années 40, 50, 60, et plus j'avance, 70, 80, etc., et plus je n'avais presque rien, et je devais me tourner quasi exclusivement vers de la rencontre de personnes encore bien présentes, ce qui est une source, bien sûr, très importante, mais en tant qu'historien, je dois croiser les sources et je ne peux pas m'arrêter uniquement à la parole première. Donc, dans les années 80, je ne saurais pas vous dire. Et le problème, c'est que la situation est telle dans les années 80 que, pour le coup, pour le ciné-club, vraiment, il y a une baisse d'adhérents très, très forte. Que je pense que j'ai plus traces écrites parce qu'on n'a même plus le temps de débattre de ça. Enfin, à l'écrit, en tout cas. À l'oral, je pense que ça continue. Mais à l'écrit, on a d'autres problèmes. C'est comment sauver les ciné-clubs. Donc forcément, les débats de luxe qu'on pouvait se permettre dans les années 50 en disant qu'est-ce qu'on programme, mais là, l'urgence est telle qu'on parle d'autre chose, quoi, je pense. Est-ce que du coup, sur cette question un petit peu de déclin, quoi, sur les années 80-90, disons de perte d'adhérents, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut attribuer à l'arrivée de la VHS, par exemple, et puis du DVD après? C'est en gros, est-ce qu'il y aurait aussi comment dire, un mouvement presque de repli dans la pratique de cinéma, c'est-à-dire d'une pratique collective vers une pratique plus individuelle, pour ne pas dire individualisée. Est-ce qu'il y a de ça ou est-ce que c'est le hasard? Ça, c'est la question effectivement qui est souvent posée, c'est qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce qui se passe à partir des années 70-80 pour que le mouvement s'essouffle? Alors, je ne veux pas avoir la prétention d'avoir la réponse, mais je peux proposer au moins trois facteurs qui ont joué, pas les seuls, mais qui me semblent déterminants. Bien sûr que la télévision, le magnétoscope jouent, mais je pense qu'il ne faut pas trop aller vite là-dessus, ou du moins pas le regarder sous l'angle qu'on pense. C'est-à-dire ne pas aller directement en disant il y a la télévision, il y a des VHS et des magnétoscopes, donc il y a moins de gens dans les salles, fin de la discussion. C'est, je crois, un peu plus compliqué que ça. Je dirais trois facteurs rapidement. Le premier, il est en fait démographique. Les ciné-clubs comptent plusieurs millions de spectateurs dans les années 40, 50, 60. Et ça commence à baisser à partir de la fin de la moitié des années 60, à peu près. Les chiffres, le monde, là, les courbes sont claires, le CNC a des chiffres. Bon. Qu'est-ce qui se passe, on peut le supposer, à la milieu des années 60 ? Le mouvement est porté, ce formidable développement, il est porté par une génération qui est celle du baby-boom et qui, on le sait, est extrêmement nombreuse. Or, qu'est-ce qui se passe avec cette génération au milieu des années 60 ? Ils atteignent, ces personnes, ce que l'on appellerait en cinéma l'âge critique. Vous savez qu'aujourd'hui, ça a toujours été vrai depuis qu'on mesure la fréquentation en salle. Les personnes qui vont le plus au cinéma aujourd'hui sont, excusez-moi l'expression, les jeunes et les vieux. Je me permets de dire les vieux parce qu'on dit facilement les jeunes, hein. Donc c'est pas péjoratif.
Tant qu'on dira les jeunes, je dirai les vieux. Et sinon, on prendra un autre. Non, donc en gros, jusqu'à, mais ce n'est pas péjoratif dans ma bouche, bien sûr, jusqu'à donc la tranche d'âge qui va aller de 0 ans, bon, aller jusqu'à l'âge du cinéma, allez, on va dire 4 ans, premier film, 4 ans jusqu'à à peu près 20 ans, 25 ans. C'est la population qui, encore aujourd'hui, et c'était vrai dans les années précédentes et les décennies précédentes, va le plus au cinéma. Et ensuite, ce sont les retraités qui prennent la suite, donc les 60 ans et plus. Voilà. Enfin, maintenant, on va dire 67 ans et plus, mais voilà. Donc, ça, c'est toujours le cas aujourd'hui. Hein. C'est toujours le cas. Et les courbes, si vous regardez, se croisent. Alors, il y a une année, c'est les vieux qui prennent le pas sur les jeunes qui prennent le pas sur les vieux. Enfin, bon, bref. Donc, et alors, le grand vide, 25 ans, 55 ans ou 30 ans, 60 ans. Voilà, le grand vide. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on fonde une famille, éventuellement. On rencontre quelqu'un. On fait des enfants, peut-être. On trouve un travail fixe. Enfin, ça, c'était pour la génération d'avant. Un CDI. Et pour le coup, en fait, tout simplement, on touche aux critères, aux premiers critères. Au revoir. C'est pas grave. Merci d'être venu. Hein. Vous me donnez des nouvelles par mail. Hein. C'est un étudiant à moi de Metz qui est venu de Lorraine. Non, je plaisante. Il a été pris à l'ESAF depuis, c'est pour ça. Non, pardon. Et donc, en fait, cette tranche d'âge touche au point sensible du cinéma, c'est le temps. Le facteur principal, ça a toujours été vrai, c'est toujours vrai aujourd'hui, qui fait qu'on va au cinéma ou qu'on n'y va pas, c'est pas le prix du ticket, contrairement à ce qu'on entend souvent. C'est un critère, mais c'est pas le premier. Le premier, c'est le temps. On n'a pas le temps d'aller au cinéma. On entend souvent dire, ben non, c'est parce que c'est trop cher. C'est parce qu'on n'a pas le temps d'abord. D'abord et avant tout. Donc, à partir de 25 ans, 30 ans, on n'a plus le temps. Donc, imaginez maintenant, c'est mathématique, hein. Alors c'est peut-être aussi que les films sont moins bons aussi, je ne sais pas, mais donc il y a un allongement moyen du temps de film effectivement qui est constaté depuis plusieurs années. donc effectivement, il y a toute cette population qui a porté le mouvement de manière très dynamique dans les années 40, 50, 60, qui se retrouve à avoir 30 ans. Donc, famille, pas patrie, mais famille, travail, enfants éventuellement, voilà. Donc, on a de moins en moins de temps pour aller au cinéma, et encore moins à consacrer au ciné-club, parce que le ciné-club, c'est pas le cinéma. Le cinéma, c'est s'engager, c'est tenir les comptes quand il y a besoin, c'est un travail militant, quoi. Donc, et ça, je pense que d'ailleurs, on peut le rapprocher à toute forme de militantisme, c'est-à-dire que c'est un vrai choix. C'est-à-dire que voilà, donc vous avez cette bulle, on peut rapprocher ça d'une bulle spéculative, d'une certaine façon, comme en finance, c'est-à-dire il y a une bulle comme ça dans les années 40, 50, 60, avec ce qui masque finalement le colosse au pied d'argile, qui est cette génération de baby-boom qui porte le mouvement, et qui dans les années 70, fin 60, éclate. On a de moins en moins de temps à consacrer au ciné-club. Donc c'est démographique aussi. Il est normal que ces adhérents diminuent parce qu'il y a, en termes démographiques, moins de Français qui ont moins de 30 ans dans les années 70 en France. Donc ça, je pense, c'est l'un des facteurs déterminants. Il y en a un autre qui découle, alors celui-là, je n'en suis pas sûr, c'est une hypothèse qui est posée, pas forcément par moi. Il y en a qui pensent aussi qu'il y a une dimension culturelle et sociale, à savoir que dans un contexte post-68 art, certaines disent aussi qu'au-delà du temps, il y a une vraie interrogation sur le militantisme dans le cadre du ciné-club et sur le fait de savoir si le débat sert à quelque chose. J'ai vu des retours très durs sur le fait de dire mais à quoi ça sert de débattre? Est-ce qu'on continue à débattre? Est-ce que le débat n'est pas biaisé? Ce que je vous disais tout à l'heure, quand on accuse les ciné-clubs d'orienter un peu, de dire oui, vous mettez des gens dans les salles, c'est quoi? À un moment donné, vous nous orientez ou vous débattez vraiment avec nous? Donc il y a aussi apparemment, j'en suis pas forcément moi convaincu, hein, c'est juste quelque chose que j'ai observé, mais je ne suis pas forcément convaincu, je trouve que c'est dur à démontrer, mais il semblerait, j'ai lu que des animateurs à l'époque disent les gens veulent plus débattre, donc voilà, c'est subjectif, hein, mais en tout cas, c'est ce qu'ils disent. Les gens veulent plus débattre, ils veulent plus s'engager, ça je le lis. Hein. Il y a un texte à la fois très beau et très dur, qui est écrit par Annie Piquemal, qui est une grande figure du ciné-club dans le sud-est de la France, qui écrit un texte qui est très beau et qui est très dur en même temps, qui dit voilà, les gens se désengagent, on veut plus s'engager au ciné-club. C'est un texte voilà, qui est vraiment intéressant, j'en retranscris une bonne partie dans le livre. Et qui dit, voilà, on ne veut plus débattre, on n'a plus envie de débattre autour du cinéma. Ou alors, dans ce cas-là, le débat s'est déplacé. Donc il y a une remise en question, semble-t-il, du débat. Je ne sais pas si c'est vrai, si c'est subjectif, j'en sais rien, je dis juste que je le constate. Donc voilà, vous avez ce mélange-là. Donc le modèle même du ciné-club, il est contesté. On dit,
Voilà. Ce modèle-là, est-ce qu'il est toujours actif? Est-ce que c'est pas aussi l'ennemi, presque, le ciné-club, les fédérations, on remet de plus en plus en cause les fédérations, etc. Voilà, ça c'est le premier critère. Les deuxièmes sont plus rapides, la télévision et les salles à réessai. Les salles à réessai, alors j'aime bien les appeler les meilleurs ennemis du ciné-club. Ah, ça, je suis content que ça vous plaise parce que c'est un des titres pour le coup. Pourquoi meilleur ennemi? Parce que, je rappelle très rapidement, 1955, alors il y a une coïncidence un peu dure, c'est une coïncidence, je pense, je ne suis pas adepte des théories du complot. En 1955, c'est la création de l'AFCAE, l'Association française des cinémas d'arrêt d'essai, qui existe toujours aujourd'hui. 55 officiellement. 55, c'est la date aussi officielle où rentre en vigueur cette fameuse règle dont je vous parlais, qui est de dire on n'a pas le droit de passer des films de moins de 4 ans d'ancienneté dans les ciné-clubs. Alors c'est une coïncidence, mais regardez le fonctionnement. Qu'est-ce qui se passe? En 1955, la moyenne de vie d'un film en salle, c'est entre 2 et 3 ans. Ça peut paraître incroyable pour moi, parce que je ne l'ai pas connu, pour vous peut-être pas, mais pour moi c'est juste incroyable, je n'arrive même pas à l'imaginer. Si vous ratez un film, vous pouvez avoir en moyenne 1 année pour le voir. Alors que là, je suis en train de faire mon emploi du temps pour savoir si je vais réussir à voir Détroit, qui passe plus en VO à Metz, alors qu'il est passé qu'une semaine. Enfin bon, c'est un autre monde pour ma génération. Alors, quand les ciné-clubs disent, l'État leur dit 4 ans, bon, ils disent bon, c'est chiant, mais ça va, c'est pas non plus... ça va, c'est presque comme si aujourd'hui on vous disait vous n'avez pas le droit de passer un film au bout de 3 semaines. C'est quasiment pareil. Donc je dis bon, ça va, 3 semaines, on peut attendre. Donc 3 ans, 4 ans, on peut attendre. Mais comment ça se passe quand vous gardez cette loi jusque dans les années 90? Parce qu'elle ne changera pas jusqu'aux années 90. Et ça, les ciné-clubs vont être très, très, très handicapés et en colère contre ça. Il faudra attendre les années 90 pour obtenir 1 année de moins seulement. 3 ans. 91, je crois, de mémoire, ou 93. 3 ans. En 90, c'est une éternité. Donc, qu'est-ce qui se passe dans les années 70? Parce qu'on reste dans les années 70. Eh bien, les salles à réessai, elles, par contre, elles sont plusieurs centaines. En 55, ça peine. 5 salles, c'est un peu compliqué qu'à Paris. Et puis, ça progresse, ça progresse, ça progresse, ça progresse. Dans les années 70, ce sont pratiquement les seules salles qui proposent une augmentation de fréquentation. Alors que les salles non classées, elles, ça chute. Donc, ça va bien. Bon, ça va, c'est pas non plus le nec plus ultra, mais ça va pas trop mal pour les salles à réessai dans les années 70. Que font les salles à réessai? Elles vont reprendre, je dis pas récupérer parce que pour moi ça appartient à personne, mais elles vont reprendre une des missions centrales du ciné-club qui est l'avant-garde. Le fait de programmer des films avant-gardistes, contemporains, récents. Parce qu'on a tous et toutes, je crois, cette image en tête, surtout ma génération. C'est quoi le film ciné-club? C'est un vieux film. C'est un film de patrimoine. Alors qu'il faut bien préciser que le ciné-club, ce n'est ça que depuis les années 60-70, avec cette interdiction. Avant les salles à réessai, c'est les ciné-clubs qui montrent les films récents, que les autres exploitants ne veulent pas. Or, aujourd'hui, quand je vous donne cette définition, vous me dites « Ah oui, ça, c'est les salles à réessai ». Mais les salles à réessai, elles reprennent ce combat-là, parce qu'elles en ont le droit, et que les ciné-clubs n'ont plus le droit, justement. Donc les salles à réessai vont un peu couper l'herbe sous le pied des ciné-clubs, parce que c'est elles qui vont découvrir les nouveaux talents, c'est elles qui vont découvrir les films qu'il faut voir et qui bousculent le monde du cinéma. Eux, ils doivent attendre 4 ans, rendez-vous compte, 4 ans. Bon, il y a des possibilités de dérogation qui sont rarement refusées, mais c'est, je crois, entre 100 et 200 films par an, c'est pas énorme. Donc, voilà. Et en plus, vous rajoutez quelque chose à ça, qui revient à mon premier critère. Qu'est-ce que proposent les salles à réessai? Elles proposent quand même quelque chose d'extra. Elles ne proposent pas de débat. Donc quand vous n'avez pas le temps, ou que vous n'avez pas envie de débattre, que vous proposent les salles à réessai? Elles vous proposent les films tout aussi rigoureux qu'en ciné-club, avec un temps moindre, pas de présentation et de débat. Donc vous avez 2 heures maxi. Après, vous devez rentrer avec la babysitter. Et en VO. Et en VO en plus. Qui a été le combat des ciné-clubs, bien sûr, qui ont porté ce combat-là, qui a été repris, bien sûr, par les salles à réessai. Alors que c'est vrai, c'est bien de le rappeler, la VO n'a pas été admise tout de suite par l'AFCAE. Hein. Il y a eu des débats internes et c'était. Maintenant, ça semble dire une salle à réessai, c'est forcément la VO. Mais il y a eu des vrais débats internes et on n'était pas aussi convaincus que ça. À l'AFCAE, il y a eu des grosses prises de bec au début. Donc, pour le coup, on se retrouve dans les années 70 avec cette position-là. C'est parfait, ça correspond à ce qui est demandé. L'offre correspond à la demande, en fait, hein, tout simplement. Vous n'avez pas le temps, vous avez une babysitter pour 2 heures, vous ne pouvez pas vous permettre 3 ou 4 heures, ça tombe bien, on vous propose un film d'1h40, 2 heures maximum, et c'est terminé. Pas de débat en plus, pas de présentation, la séance est réduite. Voilà, ça marche parfaitement. Et il faut rajouter un autre point, le confort, malgré tout, parce que les ciné-clubs vont de plus en plus miser sur ce qu'on appelle la pellicule 16 mm, qui est une pellicule plus réduite, donc de moins bonne qualité. Pourquoi? Parce que c'est moins cher. C'est plus pratique aussi, mais c'est de moins bonne qualité. Les salles
Art et Essai, elles vont miser, peuvent se permettre le 35. Donc c'est aussi, il y a aussi un gros débat sur la qualité. Hein. J'ai eu des mots très durs d'Alain Bouffartic, je crois que je l'ai cité, de Ciné 32, qui dit qu'il y en avait marre des projections des copies de merde et des projections pourries. Bon, il est un peu dur, mais voilà, je sais, c'est pour ça que je l'ai cité, je savais que ça allait faire réagir, mais il le dit malgré tout avec beaucoup de respect, parce qu'il faut lire toute l'intégralité de l'entretien. Mais il le dit de manière un peu spontanée, en disant il y en avait marre, bon voilà, mais il prêche aussi pour sa paroisse, je dirais. Donc, mais moi c'est ça que je trouve intéressant. Donc ça, voilà pour le. Donc qu'est-ce qui reste? Dernier point, dernier facteur, qu'est-ce qui reste? Ben, les vieux films, comme on dit. On dit vieux films. Vous avez noté qu'on dit pas... Moi, j'aime pas cette expression. Hein. Voilà, c'est pour ça que j'allais revenir dessus. On ne dit pas des vieux livres, on est d'accord. On ne dit pas des vieux livres ou des vieux tableaux. Par contre, on dit des vieux films. Je suis d'accord avec vous, je n'aime pas ce terme-là. Donc, des films de patrimoine. Donc, les films de Ciné-Club, ça va être les films de patrimoine. Il y a un livre, vous savez, qui est sorti récemment, qui s'appelle Ciné-Club, où il n'y a que des vieux films dedans. C'est assez marrant. Bon, bref. Et donc, pour le coup, les Ciné-Clubs, logiquement, se rabattent là-dessus. Dernier facteur, la télévision. Vous doutez bien que la télévision ne va pas passer les mêmes films que les exploitants. Les exploitants, ils vont faire la gueule. Concurrence déloyale, déjà, ça ne va pas du tout entre la télé et les exploitants. Il y a des grèves. 75, c'est le pic, qui donne des accords qui sont d'ailleurs toujours en vigueur aujourd'hui. Donc, il y a des grèves massives, des procès qui sont intentés à l'État par la Fédération française des ciné-clubs, des salles qui disent il y a concurrence déloyale. Donc, bien entendu que la télé ne va pas passer les derniers films qui passent. Donc, la télé, qu'est-ce qu'elle va diffuser? Ben, des films anciens, des films de patrimoine. Et alors là, vous avez le réseau Ciné-Club qui s'effrite et tout le réseau de télévision en face. En 74, 80% des foyers français sont équipés d'un téléviseur. Vous ne pouvez pas lutter. En plus, vous avez en moyenne plus de 500, je crois qu'en 75, on va jusqu'à près de 570 films diffusés sur l'année sur une seule chaîne. En plus, vous rajoutez à ça, en 75, FR3, qui se présente comme la chaîne cinéma, qui a prévu de passer encore plus de films. La couleur apparaît en 67, le cinéma chez soi, certes pas dans les mêmes conditions. Mais si vous demandez à la génération, même pas la mienne, celle d'avant, les premiers grands chocs aussi, c'est le cinéma, mais aussi la télé. Scorsese lui-même le dit, il a découvert les chaussons rouges à la télévision, en noir et blanc. Mais pour le coup, il a découvert les chaussons rouges en noir et blanc à la télévision, même aux États-Unis. Donc, voilà, vous comprenez que les ciné-clubs sont pris en étau de tous les côtés. D'abord démographique, sur la programmation patrimoine, la télévision attaque, en quelque sorte, elle ne les attaque pas symboliquement, on va dire. Et du côté de l'avant-garde, vous avez l'art et essai qui vient en tenaille. Alors, bien sûr, il y a beaucoup d'autres facteurs, mais je pense que ce sont 3 facteurs déterminants. Vous voulez pas. Michel, tu veux Et malgré tout, les ciné-clubs ont gagné. Et ça, j'aime bien cette réflexion, parce qu'effectivement, on peut dire, si vous l'avez vu sur la dépêche il n'y a pas longtemps, Toulouse est la ville qui va le plus au cinéma, 2 fois plus que la moyenne des Français. Hein? Donc, le cinéma a gagné. Si ce n'est pas les ciné-clubs, le cinéma a gagné. En grande partie grâce au ciné-club. Bien. Mais ceci dit, regardons le programme de la dépêche. Je l'ai là. Il y a 23 salles répertoriées à Toulouse. Je les ai toutes pointées. Il y en a 12, c'est-à-dire plus de la moitié, qui sont issues de ciné-clubs ou de circuits, comme ça s'est fait grâce à Jacques Lang à partir de 83-84. Donc, les Toulousains vont 2 fois plus au cinéma que la moyenne des Français, mais le journaliste de la dépêche dit « c'est une ville étudiante ». Mais il se garde bien de dire qu'il y avait 17 ciné-clubs universitaires à Toulouse. 17, c'est énorme. Et ça a évidemment compté les ciné-clubs d'MJC, ceux qui ne sont pas déclarés, d'associations, etc. Bien sûr. Donc voilà, moi je dis c'est gagné. Oui, je suis d'accord avec vous. Et là, vous pointez du doigt, effectivement, l'après, les années 70-80, c'est
où vont les animateurs. Et il y a, bon, ça c'est une question compliquée, je ne me permettrai pas d'y répondre de manière définitive, mais il est vrai qu'on observe un phénomène, c'est une partie du phénomène, clairement, des ciné-clubs qui se transforment en salles à essai. L'une des preuves les plus belles est l'ABC, qui est quand même... Le ciné-club de la jeunesse de Toulouse, dont est issu l'ABC, a été l'un des ciné-clubs de jeunes les plus connus en France. Il était érigé en exemple, comme le ciné-club de Valence. Et c'est vrai que, pour le coup, ça a été voilà, Roger Clerc qui a porté ça, entre autres. Ça a été quand même un ciné-club de référence. Et quand, effectivement, il se dirige vers cette mutation, symboliquement, c'est très fort. Il y en a eu d'autres, hein, mais moins connus. Mais effectivement, comme vous dites, il y a des ciné-clubs qui se... Et là, j'ajouterai juste un point, c'est que ça a pu être très dur en interne vis-à-vis du mouvement, parce que certains animateurs, ceux qui restent, vont reprocher à ceux qui partent quelque chose d'assez difficile, de dur, qu'on peut comprendre ou pas, c'est d'avoir enfreint une règle qui est, selon eux, centrale. C'est d'avoir traversé une sorte de Rubicon, d'être passé du statut non commercial au commercial. Il y a des animateurs encore aujourd'hui qui le revendiquent, c'est leur position, qu'on soit d'accord ou non, de dire qu'on ne peut pas faire du ciné-club dans un cadre commercial. Donc à partir du moment où vous traversez, c'est terminé. Donc même la meilleure des salariés essais, qui fait une programmation fabuleuse, qui fait des débats, etc., elle ne pourra pas tant qu'il y aura un échange et une transaction financière avec l'achat d'un billet, etc. Ça peut sembler aujourd'hui, pour ma génération, c'est vrai que moi, quand je dis aux étudiants, etc., ils me regardent en disant quand même, c'est quand même un détail. Mais je pense qu'on ne mesure pas, ma génération, à quel point pour cette génération-là, c'est quelque chose de très, très, très important de faire la différence. Moi, personnellement, je n'y suis pas sensible. Je ne vois pas vraiment où est le problème. Mais je peux comprendre que ce soit une position politique importante pour des gens. Ouais. Je voudrais quand même prononcer le nom du cratère et de l'Ufoléis et rendre hommage à Michel Desdebats, hein, qui, bon, moi j'ai fait partie des femmes qui ont créé à Toulouse le ciné-club de la Maison des Femmes, qui a existé de 1977 à 1993, et cela n'a été possible que grâce à l'Ufoléis et que grâce au cratère. Voilà, donc je voulais quand même dans cette salle qu'on nomme des Toulousains. Voilà, qu'on ne reste pas trop dans la généralité. Et moi, ce qui me frappe, mais c'est peut-être faux, c'est qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de festivals. Et il me semble que tous ces festivals dans le territoire français qui existent, ces festivals de cinéma, il me semble que c'est ça la vraie relève des ciné-clubs. Parce que je trouve que ce qui était incomparable avec les ciné-clubs, toujours avec le ciné-club des femmes, c'était la présence de la réalisatrice. Et ça, la télé ne le remplace pas, la vision sans présentation et sans débat, pour moi, c'est insuffisant, quoi. Et bon, le ciné-club de la Maison des Femmes était un lieu politique. Si on l'a créé, c'est parce qu'on était passionnés de cinéma. On allait au stage de Seignos avec ma compagne Marie-France Brive, animée par le Folis. On voulait savoir comment était construite l'image. On voulait déconstruire ces images que le cinéma nous renvoyait. Donc, c'est vrai que c'était un travail politique. Ça nous a permis aussi de mettre en avant des femmes réalisatrices à une époque où on n'en parlait pas autant. D'ailleurs, je remarque que beaucoup de femmes qui sont venues à Toulouse, ce ne sont pas les grands noms d'aujourd'hui des femmes réalisatrices. Alors je me dis, pourquoi certaines femmes qui faisaient des choses intéressantes sont-elles passées aux oubliettes? Ça me fait que le cinéma retient les images dominantes. C'est ça. Et qu'il y a beaucoup de poncifs, aujourd'hui encore, dans les images qui nous sont proposées, qu'elles soient faites par des hommes ou qu'elles soient faites par des femmes. Et je crois que quand même au ciné-club, on discutait bien sûr de questions sociétales, mais il y avait un vrai plaisir à voir ces films entre femmes, c'était non mixte. Et je crois que quand même, on ne séparait pas la question de l'écriture et du fond. Alors moi, je ne l'imagine même pas, cette séparation.
Même quand on parle du fond, on parle de l'écriture cinématographique. Voilà. Toujours, je te remercie pour ton travail. Oui, je précise que le ciné-club des femmes de Toulouse est présent modestement dans le livre, mais très présent à l'extérieur, puisque la couverture, je le précise, est une photographie qui a été prise au cratère lors d'une séance du ciné-club des femmes de Toulouse. Et je remercie Irène qui a accepté de mettre cette photo en couverture. Voilà, je voulais la remercier également. Donc, j'ai choisi de faire un sujet national, mais Toulouse est entre les lignes ou directement dans les notes de bas de page en général. Voilà. Et bien sûr, pour le festival, c'est l'un des autres éléments. Très simplement, il y a des ciné-clubs qui se sont transformés en festival. C'est effectivement une remarque très juste. Les salariés essais, c'est un axe. Certains ont choisi la question est assez évidente. C'est de dire pourquoi je ne pourrais pas vivre de ma passion. En fait, c'est ça, hein, dans les années 70, entre autres, c'est de dire mais pourquoi est-ce que je ne peux pas continuer à ce que je fais dans le cadre associatif et bénévole? Pourquoi je ne peux pas en vivre? Je fais une salle à réessai, je fais un festival, etc. Donc voilà. Et le festival, il y a des ciné-clubs, effectivement, qui se sont transformés en festival. Et il n'est pas pour rien, en plus, vous noterez quand même Ciné 32, exactement. C'est un très bon exemple. Et vous noterez, il y a un élément très simple de comparaison. L'un des déclins, l'un des ralentissements les plus forts du ciné-club, c'est dans les années 80. Les années 80, on a l'habitude de présenter cette décennie comme l'éclosion des festivals en France. Ils existaient avant, mais en 80, c'est exponentiel. Donc c'est quand même effectivement une coïncidence qui est bien entendu, qui n'en est pas une, je pense. Donc bien sûr, la réessai d'un côté, et entre autres, le festival de l'autre va être une mutation des animateurs et des animatrices de ciné-club qui vont se diriger aussi vers les festivals, bien sûr. C'est le ciné-club relevé à l'événementiel. Hein. Plutôt que de se donner rendez-vous toutes les semaines, on se donne rendez-vous une fois par an et on fait en quelque sorte ce qu'on faisait avant. On pourrait presque dire que les ciné-clubs ont presque inventé le festival, parce que moi je ne l'ai pas connu bien sûr, mais les fameux stages de formation qui étaient prévus, qui étaient archi connus par tous les animateurs, même des fédérations différentes. Il y avait des animateurs d'une fédé qui allaient au stage d'une autre fédé parce qu'ils savaient qu'ils avaient des copies de tel film, etc. Ils passent du Ford, etc. Donc c'est ça qui est extrêmement intéressant, c'est que d'une certaine façon, les stages qui étaient là pour former, mais aussi pour montrer surtout des films qu'on pouvait ensuite montrer au ciné-club, on peut considérer que c'est un peu l'ancêtre du festival aussi. Hein. Voilà. Le cinéma en plein air, par exemple, c'est quand même les ciné-clubs qui l'ont mis, notamment au cratère. Oui, bien sûr. Ouais. Oui, non, moi je m'étonnais que tu dises que l'art et essai était l'ennemi des ciné-clubs. Le meilleur ennemi. Hein, le meilleur ennemi, bon. Parce qu'ils ont, si tu veux, ils ont réalisé aussi un rêve des ciné-clubs. Pour moi, c'est plutôt les enfants des ciné-clubs. Enfin, tu sais pourquoi je n'ai pas choisi ça? Parce que pour moi, quand j'ai commencé ce travail, c'était le cas. Et c'est quand j'ai vu que ceux qui sont restés, entre guillemets, dans le mouvement, ne se pensent pas dans le prolongement. Ils se proposent en face à face. Quand je dis qu'il y a vraiment un face à face, c'est que je veux éviter cette idée, parce qu'il y a une idée. Moi, quand j'ai commencé à travailler, c'était clair pour moi. J'étais sûr que j'allais découvrir, prouver que dans les années 70, les ciné-clubs se transforment en salles à réessai. Oui. C'est pas tout à fait vrai. Les deux réseaux se connaissent, se fréquentent, s'aiment ou ne s'aiment pas, se côtoient. Et il y a des rapports très compliqués. Et je ne voulais pas donner l'impression d'une linéarité en disant il y a eu l'ère des ciné-clubs et l'ère des salles à réessai. Parce que ce n'est pas tout à fait juste. Ça cohabite. Il y a un face-à-face et qui parfois s'entrecroise. Ça dépend des villes, hein, ça dépend des villes, des personnes, du feeling, quoi, d'une certaine manière. Mais dans certains endroits, au contraire, ça pouvait être très très dur. Ça pouvait être très dur. Notamment dans des zones très commerciales comme Paris, où le nombre de ciné-clubs et de salles à réessai sont très nombreuses. Là, il pouvait y avoir des chocs, bien sûr. En disant, vous reprenez votre boulot, vous faites du commerce déguisé au nom des ciné-clubs, vous dites que vous défendez le cinéma, mais vous le faites pour vous en mettre plein les poches. C'est très dur. Hein. Donc, c'est vraiment, c'est pas linéaire, quoi. C'est vraiment deux mondes qui s'observent, qui se regardent, et bien sûr qui ont des liens très forts, très intimes, mais comme tous les liens intimes, mais n'empêche que je serais curieuse de voir à quoi ils s'opposent, parce que quand tu disais là, il y avait le plaisir, le divertissement, enfin les trois trucs là, comment ça se joue aujourd'hui? Je pense que ça se joue entre l'art et l'essai et quoi? Enfin bon, ce serait des questions. Aujourd'hui, on oppose les arts et l'essai à multiplex, mais ça c'est un vaste débat et qui est un peu compliqué, parce que pour moi, pour faire très court,
Ce sont deux choses qui ne sont pas comparables. Parce qu'un multiplex, c'est une salle avec plus de 8 écrans, officiellement. Et une salle RSC, c'est une salle qui a un label qui dit qu'elle passe des films RSC. Vous ne pouvez pas comparer parce que vous pouvez avoir des multiplex RSC. MK2, c'est un multiplex RSC. Il y a des MK2 qui ont un classement, ils ont plus de 7 écrans. C'est plus de 7, pas de 8, pardon. Donc c'est des multiplex. Donc c'est un peu compliqué, mais qu'est-ce qu'il y a en face, je ne sais pas. Ça, c'est un débat passionnant. C'est sur le choix des films. Mais bon, c'est pas ça que je voulais dire. Mais au moment des ciné-clubs, les liens qu'il y avait entre les réalisateurs et les animateurs, est-ce que justement il y avait il y a eu des liens, enfin des réalisateurs particulièrement investis Il y a eu des liens très forts, surtout à la fin des années 40 et début des années 50. Le Must à Paris et aussi petit à petit en province, il y avait des réseaux de conférenciers prestigieux qui étaient organisés. Et là, on avait André Bazin, on avait René Clair, on avait Jacques Becker qui se déplaçaient pour accompagner leurs films. C'est même eux qui ramenaient leurs copies sous le bras pratiquement. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très marquant dans les années 40-50. Et puis ça, c'est moins présent. Alors comment, je ne sais pas. Est-ce que les réalisateurs sont moins présents, ont moins envie? Ça m'étonnerait, je ne pense pas. On peut émettre une hypothèse, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que au départ, on est toujours dans cette idée qu'on va avoir des ciné-clubs qui sont ce que j'appelle les ciné-clubs qui ne veulent se réunir que pour l'art et ne pas forcément partir vers la dimension politique, qui la rejettent même, en disant le ciné-club, c'est pas pour faire de la politique. C'est pour c'est pour l'art cinématographique et c'est tout. Ça, un exemple, le Nickelodeon de Tavernier, etc., de ce réseau-là, le Saint-Germain-des-Prés, c'est vraiment. C'est pour ça, après, on nous dit que la nouvelle vague, ils étaient très politisés. C'est assez drôle, quoi, pour le coup. Parce qu'au contraire, non, c'est que le cinéma, on ne parle pas politique. Bien sûr que c'est politique, mais eux ne le revendiquent pas. Bon, et ça, c'est au départ. Donc, on invite les conférenciers, les réalisateurs. Et puis, plus ces personnes vont se détourner des ciné-clubs parce qu'ils n'ont plus les films qu'ils veulent. Je vous le disais tout à l'heure, on n'a pas les films qu'on veut, on n'a pas les films. Donc on va voir ailleurs, on va voir dans des salles spécialisées qui deviendront les salles RSC. Eh bien, on va de moins en moins, faire appel à ces conférenciers prestigieux pour dire le ciné-club, c'est aussi de l'apprentissage et le réalisateur, c'est pas un prof. L'animateur, c'en est un, d'une certaine façon, hein, je schématise. Donc, c'est bien d'avoir un réalisateur qui présente son film, c'est mieux, ça fait venir du monde. Mais il ne faut pas oublier que l'animateur, c'est aussi, d'une certaine façon, un professionnel de la pédagogie du cinéma, même si ce n'est pas comme ça qu'on le présente. C'est des mots anachroniques pour la période, on va dire. Mais pour le coup, voilà, donc c'est une hypothèse. Moi, je pense que c'est pour ça que ça a diminué. Je pense que ça m'étonnerait beaucoup que les réalisateurs n'aient eu plus envie de venir parler des films. Mais il est vrai qu'il y a eu un gros mouvement, fin 40, début des années 50, il y avait un gros déplacement des stars de l'époque qui venaient présenter leurs films dans les ciné-clubs, et pas qu'à Paris, pour le coup. Et puis ça s'est étiolé. Ouais. Une autre question, une autre remarque donc le micro dans la salle, si vous pouvez faire passer, merci. Oui, Léo, je voulais te dire, moi je suis née au Mazade. Et il y avait un cinéma à l'époque au Mazade. Il y avait un super cinéma, ça coûtait 3 francs. Et donc tous les mercredis après-midi et les samedis soirs, on pouvait aller au cinéma. Et voilà, c'était vraiment super. Et tu vois, c'était vraiment une cité très prolo. N'empêche que, je me rappelle, moi quand j'étais petite, je faisais la liste de tous les films que je voyais parce que j'en voyais un maximum, quoi. Voilà, donc le cinéma, c'est ça aussi. C'est vrai que si on va dans les cités, si en tous les cas on peut aller au cinéma sans se déplacer, c'est quand même plus facile aussi pour tout le monde, quoi. Le facteur géographique, pour certains, c'est le deuxième facteur après le temps, avant même le prix du billet. Certains disent. Ça dépend, il y a les positions varient, mais tout le monde s'accorde sur le temps en premier, et en deuxième, c'est l'accès. C'est l'accès et la proximité. Et certains disent que ça prévaut même sur le prix du billet. C'est-à-dire que même quelqu'un qui a du temps, qui a un cinéma proche de chez lui, il sera prêt à mettre peut-être 7 €, peut-être même 8 € pour un billet. Voilà. C'est ce qu'on appelle en économie la notion de prix psychologique. C'est cette idée très forte. En France, je pose la question chaque année à tous mes étudiants de toutes les années confondues. Je leur dis, qu'est-ce que vous pensez du prix du ticket de cinéma? C'est beaucoup trop cher, etc. Je leur dis, juste, on met ça en lien avec les autres spectacles. En France, le cinéma reste le spectacle le moins cher. C'est moins cher que tous les autres spectacles. Musique actuelle, musique classique, théâtre, opéra. Le cinéma reste le moins cher. Et en même temps, les chiffres sont là. Que ce soit à Toulouse ou ailleurs, depuis une quinzaine d'années, nous battons des records de fréquentation, tout confondu, et nous sommes aujourd'hui revenus quasiment au niveau
de ce que la France connaissait dans les années 60, avant la diminution catastrophique des années 80. Donc cette idée aussi de dire qu'on ne va plus au cinéma aujourd'hui parce que la télé, parce que la VHS, parce que Netflix, reste à démontrer, parce que c'est toujours autant, et on dit oui, mais qui y va? Mais je vous ai dit tout à l'heure, les jeunes et les plus âgés. Donc, quand on dit que les jeunes qui sont censés être sur les écrans tout seuls ne vont plus au cinéma, c'est pas vrai, puisque les chiffres de fréquentation qui battent des records quasiment d'année en année depuis 15 ans, on sait qu'il y a au moins quasiment la moitié de ces chiffres presque qui sont, pas la moitié pardon, mais en tout cas un bon tiers je pense, qui sont représentés par des enfants, des adolescents. Voilà. Et juste pour finir avec les Mazades, il y avait donc le cinéma et en face il y avait le bar et c'était vraiment sympa quoi. On pouvait en plus se retrouver. Non mais c'est ça, discuter du film. Le partage. Mais c'est ça, et les boissons évidemment à l'image du prix de la séance. Tu as cité 2 éléments constitutifs de la cinéphilie. Ouais. Le partage après film, l'alcool éventuellement. Et l'autre point, c'est la liste. Tu as dit que tu faisais une liste. Ah ouais, moi j'avais une... La liste, c'est l'exemple type du geste cinéphile. Hein. Si vous voulez, faire vriller un cinéphile, vous lui demandez son top 10 et puis c'est bon, vous lui faites la soirée, voire le mois, voire l'année. Moi, en tout cas, quand on me pose la question, c'est terrible. Les étudiants me la posent souvent et je suis incapable de leur répondre. Et donc, si tu veux, je rebondis sur le dernier point sur la cinéphilie. Pourquoi le S, pour le coup? S'il faut faire vite, c'est ça? Enfin, on a encore le temps, mais c'est 8h moins 20. Ouais, donc, oui, donc c'était pour répondre à ta troisième question sur pourquoi le S à cinéphilie. Donc, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je suis très content que tu aies noté ça parce que, pour ceux qui me suivent depuis quelques années, ma thèse, en fait, était au singulier. Le titre de ma thèse était au singulier. C'était une histoire d'une cinéphilie. Et quand j'ai transposé ma thèse dans ce livre, il n'y a que les 2 tiers de ma thèse dans ce livre. Il y a un tiers qui a été retiré, ça a été aussi remanié, etc. Je me suis posé la question du pluriel. Alors, c'est une remarque qui m'a été faite lors de ma soutenance de thèse par Christophe Gauthier, justement, qui m'a dit, voilà, pourquoi le singulier? En fait, très simplement, parce que c'est la question que je pose dans l'introduction du livre, la question de départ, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai la chance, l'honneur, le plaisir d'être à la Cinémathèque et d'être en face de vous, c'est que je me suis posé la question de savoir si, à l'intérieur du mouvement, il y avait une cinéphilie spécifique du mouvement Ciné-Club. Et mon idée de départ, c'était peut-être de découvrir, un peu naïvement, mais c'est aussi comme ça qu'on commence la recherche, je crois, de découvrir peut-être une cinéphilie spécifique. Comme on dit qu'il y a eu une cinéphilie cahier du cinéma, une cinéphilie nouvelle vague, etc. Et je me posais la question, est-ce qu'il y a une cinéphilie ciné-club? Et alors, à l'arrivée, à la conclusion, je me suis rendu compte que c'était un peu réducteur. Il y avait effectivement sans doute des traits communs, mais au contraire, j'ai découvert un mouvement qui était tellement hétérogène, qui étaient ceux qui préféraient effectivement, ceux qui voulaient que parler du cinéma et qui se bouchaient les oreilles dès qu'on prononçait le mot politique, ou qu'on prononçait le mot communisme, ou qu'on prononçait... D'autres, au contraire, qui faisaient ouh dès qu'on parlait de travelling, mais vraiment. D'autres qui estimaient qu'il fallait programmer des films même en dehors du cadre de la loi, qu'il ne fallait pas suivre la Fédé, qu'il ne fallait pas payer sa cotise, etc. Et c'est au contraire cette pluralité qui m'a interpellé. Alors, j'ai quand même, dans la conclusion, proposé des traits communs, mais ça me semblait réducteur. Et juste avant d'imprimer ma thèse, j'ai hésité. Et ça m'a été fait remarquer par le jury en disant « Mais finalement, à l'arrivée, votre conclusion, c'est de dire qu'il n'y a pas une cinéphilie ciné-club, il y en a plusieurs. Pourquoi avoir gardé le singulier ?» Je pense qu'il y a quand même des points communs qui sont résumés dans la conclusion, qui, je vous rassure, vous pouvez la feuilleter, qui n'est que de 5 pages. Donc, pour le coup, elle est très synthétique et j'en suis fier d'avoir réussi à synthétiser en 5 pages. C'est peut-être l'une des parties du livre dont je suis le plus fier. Où il y a ces traits. C'est le désir de partage, mais qui n'est pas propre seulement à eux, mais c'est aussi quand même le fait d'avoir cette idée d'enseignement aussi, quand même, c'est pas péjoratif pour le coup, hein, cette idée de transmission, mais aussi de l'enseignement, que le cinéma aussi s'apprend d'une certaine manière, des points communs, des films peut-être en commun aussi, etc. Mais je ne peux pas aller jusqu'à dire qu'il y a une cinéphilie ciné-club. Elle est bien sûr plurielle, comme toutes les formes de cinéphilie. Il n'y en a pas qu'une. Le ciné-club a été un vecteur, un lieu, un moyen de prolongement, d'expression, etc. Où c'est ça, à mon avis, c'est pour ça que le ciné-club a été aussi fort et a gagné, comme on disait. C'est parce que
contrairement à ce qu'on pourrait croire de l'extérieur, de ce qu'on a dit tout à l'heure, un cadre rigide avec des règles, pas le droit de faire de la pub, etc. Contrairement avec cette idée, un peu, on a le sentiment des fois un peu paternaliste en disant nous avons un but, nous, fédération, il faut émanciper le peuple par le cinéma. Ils ont été accusés de condescendance à des moments. Bon. Au-delà de ce cadre en apparence très rigide, sur le terrain, à l'intérieur, c'était extrêmement souple. C'est ça qui est intéressant, je trouve, dans le ciné-club. C'est qu'en haut, il y avait, voilà, on a un catalogue, on a des règles, on a ça. Mais sur le terrain, comme je vous dis, on allait prendre les copies à l'autre, on allait dans un autre ciné-club s'il fallait. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à la fois, il y avait un cadre en apparence rigide, mais à l'intérieur, le ciné-club, je trouve, me semble-t-il, et c'est toujours le cas aujourd'hui, laisse la possibilité à chacun et à chacune de s'exprimer, d'exprimer sa cinéphilie. Derrière ce cadre fixe. Par exemple. Ah oui. Non mais voilà, voilà, et donc on ne respectait pas toujours les règles, etc. Et donc je pense que ce qui a été intéressant dans les ciné-clubs, c'est qu'ils ont aussi, derrière ce cadre en apparence rigide, ils ont laissé s'exprimer des cinéphilies. Et c'est pour ça que le S, je pense, c'est important et que j'ai décidé, cette fois-ci, de l'assumer pleinement pour le livre. Voilà. C'est très bien, je pense, effectivement. Moi, je pense qu'ils sont déjà, les ciné-clubs sont déjà là, dans l'espace numérique, et que les débats se font à coups de tweets, à coups de forums. Enfin, il suffit de se promener sur Allociné, de blog, allez voir, faites un exercice très simple. Vous prenez un film que vous aimez beaucoup, et vous allez voir les commentaires sur Allociné. Alors, je ne vous dis pas forcément que ça va vous plaire. Il y a des choses qui vont sans doute vous énerver. Vous allez être furax, mais en même temps, c'est ça qui est excellent. C'est de dire, mais comment on peut écrire ça? C'est quand même n'importe quoi. Et puis après, vous avez un autre commentaire, c'est exactement ce que je me disais. Mais c'est ça, c'est la discussion. Alors, et puis, je pense que ce n'est pas que virtuel. Hein, pour le coup, il y a aussi vraiment des échanges. Je vois dans l'espace de l'université que je connais mieux, mais même en dehors. Moi, je pense qu'en fait, tout simplement, tant qu'il y aura du cinéma, une envie de le partager et de débattre, les ciné-clubs existeront, qu'on en reprenne le terme ou pas, en définitive. Et donc, pour moi, les ciné-clubs renaissent déjà. Et je dirais que... L'esprit, en fait, que l'esprit est toujours là, quoi. C'est ça. Exactement. Donc moi, pour moi, ils existent toujours et ils prennent le nom de sites, ils prennent le nom de forums, ils prennent le nom d'associations. Voilà, moi je dirais surtout ça. Et là, pour le coup, il suffit de se promener un peu sur Internet, mais pas que sur Internet, pour se rendre compte que franchement, pour reprendre tes mots, oui, c'est bien la preuve, les ciné-clubs ont clairement gagné. Qu'on revendique leur terme ou pas d'ailleurs. Voilà. Et ce qui fait que la France est sans doute le premier pays cinéphile au monde. Ça, faudrait voir, parce qu'on est très fort pour regarder son propre nombril. Je dis pas non, mais c'est parce que comme je suis français, j'en profiterai aussi. Mais là, je pense qu'il y a un travail à faire. On revendique. Il est vrai qu'on a des chiffres de fréquentation aujourd'hui que les autres pays n'ont pas, notamment nos chers meilleurs ennemis américains. Bon, est-ce que c'est grâce au ciné-club peut-être? Après, est-ce que ça veut dire qu'on est plus cinéphile que les autres? Je suis pas sûr. Non, parce que là, quand on parle de fréquentation, la fréquentation, c'est que les salles. C'est vraiment et puis c'est l'ensemble. Il y a des films qui sont vus, qui ont un taux de fréquentation très important par rapport à d'autres films qui en ont un moindre aussi. Donc il faudrait analyser quel film, comment, sur quelle durée. Enfin, il y aurait tout un travail d'analyse à faire là-dessus, parce que la fréquentation, ça englobe tout. Après, je veux dire, ça englobe du blockbuster au petit film indépendant, underground. Donc la cinéphilie est dure à mesurer. Et ça pose toujours, ça pose la question. Et en même temps, c'est aussi, je rejoins pour revenir sur cette pluralité de cinéphilie. Il y a des cinéphilies. Parce que de la même façon, il y a des spectateurs qui vont aller voir uniquement tel type de film, que ce soit du blockbuster ou on va dire ou du cinéma d'auteur, mais qui vont rester marqués dessus. Et puis il y a aussi des spectateurs qui vont voir les deux, qui vont voir du cinéma d'auteur, qui vont voir du blockbuster. Il y a de la même façon qu'il y a différentes pratiques. Et qu'on les pratique toutes. J'ai envie de dire, nous tous ici, on va autant aller au cinéma qu'on va venir à la cinémathèque, qu'on va regarder des films en DVD, qu'on va regarder en streaming. Enfin, c'est toute cette pratique-là, elle est un peu mélangée, quoi.
Et je pense que là, c'est quelque chose aussi qui est nouveau avec l'arrivée du numérique, mais qui a commencé déjà peut-être avant par rapport à la salle, c'est que la salle n'est plus le seul moyen de voir des films. Donc ça, c'est quelque chose qui a changé. Même si ça reste, pour moi, un lieu, la salle est un lieu primordial. C'est un lieu, c'est pas du tout la même chose quand on regarde un film sur son écran que quand on regarde un film en salle. Hein. Il y a une image très symbolique. Une image très symbolique, c'est celle d'Edison et de Lumière. Café Edison, il a inventé un système, il avait inventé la pellicule, bien sûr, le film. sait. Il a beaucoup de choses, il a inventé presque le cinéma, mais pas tout à fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a inventé le kinétoscope où on mettait $1 pour voir un film. Qu'on fait les lumières. C'était moins cher à l'époque. Ah oui, d'accord. C'était pas cher à l'époque. Oui. D'accord. C'était pas $1. Mais enfin bon, c'est l'équivalent. En tout cas, qu'ont fait les Lumières? Eux, ils ont fait la fameuse séance du Grand Café le 28 décembre 1895 avec 30 spectateurs, je crois. Mais enfin, toute la différence est là. C'est-à-dire, on partage du côté de Lumière et on fait du fric du côté Edison. C'est un peu réducteur, mais enfin, oui, voilà, c'est une belle image. Voilà, je donne juste un dernier chiffre. Selon une enquête du CNC sur les enfants de moins de 15 ans, je crois que c'est une enquête qui va jusqu'à 15 ans, à la question qu'on leur a posée, quel est le meilleur endroit pour voir un film en salle, 80% ont répondu la salle de cinéma. Donc attention à ne pas non plus considérer que cette génération regarde, oui, c'est vrai, des films sur des tout petits écrans, mais ça ne veut pas dire qu'ils considèrent que c'est la meilleure façon de découvrir un film. La salle de cinéma, je passe encore de beaux jours devant elle. Et si je pourrais rajouter un dernier point sur la question de la cinéphilie, à mon avis, la question de la hiérarchie des cinéphilies, pour moi, ne se pose pas. Il n'y a pas une hiérarchie, donc il n'y a pas une cinéphilie qui est plus légitime qu'une autre, parce que si on écarte l'un des points centraux, c'est-à-dire les films, qu'on décide de ne pas regarder les films en disant il y en a qui aiment Transformers et il y en a qui aiment Bergman. Bon, si on décide de mettre de côté juste cette question de 5 minutes en disant on ne regarde pas ce qu'on regarde, voilà, et on peut aimer les deux, mais on décide de ne plus regarder ce qu'on regarde, on regarde que les pratiques. Mais en général, les pratiques se rejoignent. Qu'on aime un certain type de cinéma ou un autre, qu'on peut juger bon, pas bon, etc., les pratiques sont assez souvent semblables, même très souvent. Faire des listes, organiser son agenda pour se retrouver, avoir le sentiment qu'il faut voir le plus possible de films du réalisateur qu'on aime ou du genre qu'on aime, avoir envie absolument de partager, connaître la fiche technique par cœur du film et de savoir quel acteur a fait quoi. Donc si on regarde que les pratiques et qu'on enlève les titres des films, les cinéphiles en général se retrouvent souvent. Il y a des spécificités quand même. On distingue le cinéphage du cinéphile, pourquoi pas. Mais je ne dis pas qu'on a tous exactement les mêmes pratiques, mais force est de constater, me semble-t-il, que quels que soient les films qu'on choisit de voir et qu'on aime, on ne choisit pas forcément les films qu'on aime, mais en tout cas, peut-être que c'est plutôt, à mon avis, les films qui nous choisissent, mais ça, c'est une autre histoire. Ce qui est certain, à mon avis, c'est que, par contre, force est de constater que on a des pratiques, pour le coup, particulièrement communes. Nos panthéons personnels divergent, mais nos pratiques, elles, se rejoignent, je trouve, toujours assez étonnamment, quelles que soient les tranches d'âge. Regardez les papiers où on colle des images de films, où on fait des listes, encore une fois, et ça, vous le retrouvez autant chez un adolescent dans son cahier de texte que chez une personne de 85 ans qui ressort ses cahiers où elle notait scrupuleusement tous les films qu'elle avait vus. Pardon Michel, mais pour rebondir sur ce que tu disais par rapport à Edison et les Lumières, ce qui est tout à fait juste, mais moi je mettrais juste un bémol, c'est que je pense que c'était pas forcément la notion de partage qui est arrivée, qui a présidé à l'idée de montrer en salle, enfin c'est-à-dire sur grand écran. Je pense que c'est une autre dimension et qui est aussi une dimension hyper importante du cinéma, c'est celle de spectacle. Et je pense que c'est davantage là-dessus que ça s'est joué et que ça a vraiment pris l'ampleur. Le partage arrive après, oui bien sûr, mais c'est pas d'abord de partager, c'est d'abord du spectacle, c'est-à-dire de partir du kinétoscope où on regarde en tout petit dans ses jumelles, tout à coup on voit en grand. Et ça, c'est quand même aussi, et ce qui fait encore la force du cinéma et qui, à mon avis, fait qu'il aura encore de beaux jours, c'est-à-dire que les salles auront des beaux jours devant elles, c'est cette idée aussi, avant même le partage, je dirais presque de spectacle.
même si les deux vont ensemble. Mais il y a quand même ça, parce qu'on peut regarder des films chez soi et partager, en discuter, justement, comme disait Léo. Mais par contre, le voir en grand, ça amène autre chose. Peut-être qu'on va... On va s'arrêter là. Avant de te dire merci, Léo, je voudrais... Bon, merci, d'accord. Je voudrais juste rappeler aussi que pour continuer à ce travail autour de la mémoire des ciné-clubs, aussi grâce à Michel qui nous a fait un dépôt à la Cinémathèque d'affiches. Et ça, c'est une question justement que tu as abordée, enfin une des clauses dans le cadre juridique de ne pas utiliser des affiches. Du coup, ça a amené aussi la création, c'est-à-dire que les ciné-clubs créaient leurs propres affiches et qui sont souvent des affiches vraiment formidables. Et Michel a donc du coup déposé à la Cinémathèque certaines, je sais pas, il y en a plus d'une 160, voilà. Et exactement, c'est là que je voulais en arriver. C'est que donc du coup nous travaillons à l'édition d'un livre à partir de justement sur les affiches, le dépôt de Michel, et donc sur tout ce travail de ciné-club. Donc voilà, c'est une histoire qui continue, et c'est une histoire qu'il faut continuer à écrire aussi. Voilà, merci à vous tous, merci Léo, et puis à très bientôt.